Bon Bardel, salut, comment tu vas? Ben écoute, ça va et toi? Ouais, ça va, merci. On Ouais. est sur ta chaîne là aujourd'hui. C'est ça exactement. Je vais un petit peu animer le truc, comme ça au moins ça va. Je vais te poser en fait un peu plus de questions pour que tes followers, tes abonnés puissent te connaître un peu plus, ce que tu fais, etc. Je pense que Yes. ça sera ta deuxième ou troisième vidéo, je pense que tu vas mettre sur YouTube. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc j'ai vu, enfin on était là depuis ce matin, j'ai vu que tu en as tourné une. Ça s'est passé comment? Bah, Comment ça se écoute, passe un peu ce monde-là, ouais, le monde du. bah, au début, tu es un peu stressé, hein, forcément. C'est Ouais. c'est la première fois C'est tes premières vidéos. qu'il y avait un peu plus de monde Ouais. comparé aux vidéos d'habitude. Mais non, j'aime bien le concept. J'aime Ouais. beaucoup, ça se passe bien pour l'instant. Donc, du moins, je pense, et c'est ce qu'on m'a dit. Faudra Donc, demander ouais, aux professionnels. exactement. Mais Et non, tu ça te va. sens, tu te sens à l'aise, de plus en plus à l'aise sur tes Forcément, vidéos. moi, j'étais habitué à être derrière la caméra plutôt que devant. Donc là, c'est nouveau, mais plus ça va et c'est comme tout, on s'habitue. Bah écoute, j'espère que tes abonnés ils vont être contents de toi Ouais, j'espère et aussi. qu'ils Ouais. vont aussi te pousser un peu. Parce que franchement, moi j'aime bien ce que tu fais, j'aime beaucoup ton contenu. Et franchement, j'ai bien envie de te voir percer un petit peu, que les gens te voient un peu sur les réseaux et que tu partages pas mal de trucs sur l'auto, sur l'import-export, la vente. Et je trouve que c'est quelque chose qui manque un petit peu. C'est très niché et je pense qu'on a besoin de ce genre de vidéos sur YouTube. Ouais, ben écoute, je te remercie en tout cas pour tout ça. Et puis écoute, j'espère prospérer là-dedans, tout simplement. Top, bah du coup je vais commencer un petit peu, on va parler un petit peu de toi, un peu de ton parcours, ce que tu as fait avant, pourquoi tu t'es expatrié, enfin tout ça. Et au moins ça permettra à tes abonnés d'en savoir plus sur toi, de te connaître. Je pense que c'est important qu'ils puissent savoir qui t'es. Bien sûr, bien sûr. Donc est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton parcours pro? Enfin sur ton parcours avant, on va Écoute, dire je vais commencer par là études. où j'ai commencé, voilà. Voilà, là où tu es né, etc. Ok, donc moi je suis né de base sur Bordeaux. Bon, je suis allé à l'école hein, comme tout le monde. Et puis à 14 ans, j'ai fait ma première demande en CAP, serveur. Donc c'est complètement différent de ce que je fais actuellement. Et donc j'ai fait mes 2 années de CAP. J'ai eu mon CAP justement dans l'hôtellerie, dans la restauration. Finalement, je suis resté 3 ans dans un restaurant, pareil, en plein Bordeaux, où j'ai pas accroché finalement avec ce boulot-là. Et donc j'ai décidé de changer de voie. Je suis parti dans le bâtiment, donc vraiment quelque chose de différent Ouais, aussi. t'as fait complètement. C'est ça exactement. J'ai changé directement la situation là-dessus, sur ce travail-là. Donc je suis parti dans La cuisine, ça te plaisait pas? serveur. Du Serveur, coup, ouais. c'était dans le service. Ouais. T'aimais pas le service? Si, j'aimais bien le contact avec les clients. Ok. Parler avec les clients, tout ça, on va dire que c'est un peu mon point fort, donc Ouais. c'était pas le souci. C'est juste que les horaires de travail, quand tu travailles par exemple, je dis une bêtise, pour Noël, que tu vois que tout le monde est en famille et tout ça, et que toi tu es au restaurant, que tu dois travailler, servir des gens, pas que pour Noël, hein, mais pour toutes ces sorties-là, on va dire, voilà, c'est compliqué. Et puis même, tu gagnes pas hyper bien ta vie là-dedans. Ouais. Tu es obligé de faire des extras aussi. Ouais. Et tu travailles le samedi, des fois tu travailles le dimanche après-midi, donc tu n'as plus de vie en gros. C'est pas du tout ce que je souhaitais, quoi. Ok. Donc tu Voilà. tournes dans le bâtiment. Je suis parti dans le bâtiment. J'avais déjà des amis à moi justement qui m'avaient demandé de venir travailler avec eux, donc bonne ambiance, des amis d'enfance, donc forcément ben, j'ai sauté le pas. Donc je suis allé directement avec eux dans une société Faya en France. Dans l'enrobé, on travaillait, donc on faisait tout ce qui était route, les pavillons, les entrées de garage, tout ça. C'est quelque chose qui m'a plu, mais c'est surtout en termes de budget de bénéfices. Enfin, c'est là que je gagnais un salaire beaucoup plus conséquent que serveur. Ouais. Donc j'ai signé mon CDI avec eux, je suis resté 5-6 mois, pas longtemps. Et on est parti directement après, avec des amis, on a décidé de partir en Espagne et de lancer un projet là-bas. T'avais quel âge à ce moment-là? À peu près. J'avais 19 ans. 19 ans exactement, et on est parti donc en Espagne, Ok. à Marbella, où on a ouvert du coup, on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait un potentiel sur les bateaux en location. On a décidé de créer, on va dire, comment tu l'expliques, un peu comme Airbnb, hôtel, mais style sur bateau.
Voilà, donc on a D'accord. décidé vraiment Donc juste après ton CAP, donc tu vas travailler en tant que maçon, entre guillemets, dans le bâtiment. Et donc là, tu étais salarié ou tu travaillais pour toi déjà? Non, moi justement, j'ai commencé, j'étais intérimaire, D'accord, puis j'ai signé un CDI avec eux, donc ils m'ont proposé un CDI. J'ai accepté, la d'accord. proposition me convenait. Ok. Et je suis resté, comme je te dis, 5-6 mois et après on a décidé avec 2 amis à moi de partir directement en Espagne D'accord. pour… Tu travaillais avec eux? C'était des amis de ton Non, entourage ça c'est travail? des amis qui étaient dans le même boulot mais pas dans la même société. D'accord, Mais ok. on était un peu dans le même… Donc ta première, expérience entrepreneuriale, là où tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est à ce moment-là, quand tu décides, quand Exactement. vous décidez de partir c'est ça, en Espagne. c'est ça, c'est ça. Donc vous voulez ouvrir. Donc on voulait ouvrir en fait un style de Airbnb Ouais. pour les bateaux, c'est-à-dire que en l'occurrence toi tu as un bateau qui est amarré à un certain port, tu t'en sers une fois dans l'année, quand il fait beau tu vas là-bas en vacances avec ta famille, tu payes ta place mais tu payes on va dire pour rien parce que pour un mois tu vois c'est pas rentable, c'est plus de la dépense, même si c'est un plaisir le bateau, on est d'accord, mais donc du coup nous ce qu'on a proposé c'était de louer en fait les bateaux des personnes comme toi à l'année, bien sûr. J'ai pas de bateau, hein, donc je préfère le dire. Je me doute. On sait jamais ok. si certaines personnes pensent que j'ai un bateau. J'ai pas de bateau. Voilà. Ok, c'est bon. Donc bateau, barque, hein, on se débrouille. Même la barque, je l'ai pas. Bon, mais du coup, on louait les bateaux en fait des particuliers. Donc ça leur faisait une rentrée d'argent. Le bateau était assuré, il y avait les assurances qu'il fallait. On avait mis tout en place et ça fonctionnait plutôt bien. Et on a ouvert du coup un site où les gens pouvaient inscrire eux-mêmes leur bateau, même s'ils étaient à l'autre bout du monde. Ils inscrivaient leur bateau en location et les gens ils cliquaient dessus, ils louaient le bateau. D'accord. Donc en fait, tu répondais à une problématique de certaines personnes qui avaient des bateaux mais qui n'utilisaient pas ces bateaux-là à l'année. Ouais. Donc tu répondais à une problématique. Bon, au lieu de laisser votre bateau à rien faire comme ça, il peut vous rentrer de l'argent pour vous payer peut-être vos charges de place de port ou je sais pas, l'entretien, etc. Ou même peut-être gagner même un peu d'argent, quoi. Ça faisait les trois. D'accord, Voilà, les trois, ça payait ok. la place de port, l'entretien du bateau effectivement, donc ça c'était aussi à nous de gérer, Ouais. mais de prévenir le propriétaire. Et puis gagner aussi une rentabilité bien sûr sur… D'accord, donc sur la location, c'était un peu comme de la conciergerie, mais vous proposez de la location de bateaux du de style biens Airbnb. Voilà, qui ne nous D'accord, appartenaient ok. pas non plus. D'accord. Donc ça il faut le D'accord. Et dire, c'était mais, c'est une idée qui à l'époque fonctionnait déjà ou vous avez apporté ce concept? on l'a apporté, donc c'est pas moi personnellement, c'est Ok. vraiment un ami à moi qui a eu cette idée-là. D'accord. Et donc il nous a proposé à nous de venir, au début c'était pour voir un petit peu avec lui le projet, et puis finalement on s'est lancé à faire ça et D'accord. ça a plutôt bien fonctionné. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là où effectivement on a décidé de partir le faire, enfin d'installer ce système-là sur Dubaï. D'accord. Donc Ok, c'était la donc, première fois pour moi aussi, Dubaï. vous voulez faire ça dans d'autres pays Exactement. D'accord, ok. Voilà, on savait que ça faisait un petit bout de temps où les gens commençaient à parler de plus en plus de Dubaï. Ça devenait un peu l'endroit où tout le monde voulait aller. Donc on a passé le cap et on s'est dit allez let's go, on part directement là-bas et on voit ce que ça donne dans ce domaine-là. Manque de peau, on est arrivé, on le savait pas encore, mais c'était le début en fait du Covid. Donc on est arrivé nous sur place, il n'y avait pas encore le Covid, c'était à 2-3 semaines près. On a commencé à chercher, on a trouvé des bateaux, sauf qu'on s'est aperçu effectivement qu'à l'époque tu ne pouvais pas dormir ou faire hôtel sur bateau, c'était compliqué ici à Dubaï. Sur Dubaï. Ouais. Donc vous venez à Dubaï en 2019-2020. Voilà, c'est ça, fin 2019. Ouais. Fin 2019, d'accord, ok. Et donc on a vu que finalement c'était un peu plus compliqué. C'était quand même faisable, mais c'était plus de l'hôtel, ça restait du coup de la location seulement, donc à la journée. Ou le soir, hein, mais voilà, on avait une restriction sur l'heure, hein, on n'avait pas le droit de dormir sur le bateau. Et malheureusement, le Covid est arrivé, donc comme beaucoup de monde, je pense, ça a été un peu fatal là-dessus. La location de bateau, c'est carrément, c'est un comble, mais c'est tombé à l'eau, tout simplement. C'est le cas de le dire. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Et puis. Donc à Dubaï, là c'était un mort. peu le néant. C'était D'accord, vraiment compliqué. Nous, D'accord. on est juste d'arriver. À la base, on avait un projet. Ouais. On s'est dit, le projet, c'est mort. En plus, nous, on avait revendu la société en Espagne. Ah, donc vous l'avez revendu en Espagne pour Voilà, faire c'est ça, exactement. le même concept ici Voilà. à Dubaï. On ne Ok. voulait pas garder là-bas, garder ici.
Ça aurait pu être bien effectivement, mais on n'était pas assez pour gérer ça. Et puis, Ok. Puis vous avez peut-être eu une opportunité de vente et vous avez vendu. exactement, on avait beaucoup de demandes. D'accord. Donc c'est ce qui nous a permis après de décoller et de partir ici. Ok. Mais au final, le Covid est arrivé et ça nous a planté au nez, quoi, comme on dit. Hein. C'était vraiment tombé au mauvais moment. Et du coup, tous les jours, on se pose des questions, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on cherchait un peu en ligne, les business, tout ça. On s'est dit, s'il faut, on va travailler au début. Ici sur comme, Dubaï. voilà, comme tout le monde, en étant salarié, mais on s'est aperçu effectivement qu'être salarié à Dubaï, c'est pas forcément la meilleure idée. Après, quand on n'a pas d'idée de business, on fait comme on peut. Mais ouais, c'est clair que Dubaï, si t'as pas de bon diplôme, ouais, que tu fais pas quelque chose de très spécifique et surtout si tu as pas l'anglais comme langue vraiment fluente, là je pense que c'est compliqué de trouver un taf à Dubaï. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous, même toi je pense sur tes réseaux, qui t'envoient des messages, oui j'aimerais bien m'installer sur Dubaï, travailler en tant que salarié, etc. La première question que tu leur poses, c'est est-ce que tu sais parler anglais? Parce que ici sur Dubaï, si tu sais pas parler anglais, c'est mort. tu travailles nulle part. Il n'y a pas assez de Français ici ou de personnes qui parlent notre langue, on va dire. Ouais. C'est pas possible. Il faut vraiment parler anglais. Et puis même, de toute façon, l'anglais, c'est partout dans le monde. Donc Ouais, avec ça, tu peux voyager. C'est Ouais. un bagage qui est très important. Et aussi avoir des diplômes. Bien sûr, bien sûr, ça va avec. Hein. Mais l'anglais, je pense que c'est plus important que les diplômes. Sans bagage, juste en parlant anglais, si tu es bon, tu es motivé, tu peux trouver quelque chose. Dans l'immobilier, déjà, il y a plein de trucs. Tu peux toujours te débrouiller, mais il faut savoir parler anglais. Voilà, et parler anglais, c'est important. Ouais. Et du coup, vous cherchez un petit peu à droite à gauche si vous ne trouvez peut-être pas un travail, d'autres idées de business, etc. Et donc du coup, on se mettait à chercher un peu partout et puis on a eu un appel d'un ami à nous sur Bordeaux qui nous a contactés et il nous a dit, écoutez, moi je cherche un véhicule, j'ai entendu dire que sur Dubaï, ça serait moins cher. Donc nous, on ne connaissait pas ce monde-là, de la vente automobile, de l'import. Et on a commencé justement à se renseigner sur les sites ici, on s'est déplacé sur les showrooms, un peu à droite à gauche. Et au final, on a trouvé un véhicule lui correspondant. Et donc il nous a demandé de lui envoyer directement, sauf que nous, on ne connaissait pas le procédé. On a demandé à des personnes ici, à droite à gauche, qui nous ont filé chacun une petite info. Au final, bout à bout, on a réussi à comprendre un peu le procédé et on s'est dit, allez, on tente. C'était un ami à nous, on s'est dit s'il y a quoi que ce soit, on lui a prévenu, on est ensemble, il n'y a pas de souci. C'était pas pour gagner de l'argent de suite. Il prend les risques aussi, voilà. C'était un test. Lui-même le savait et puis nous aussi. Donc on a dit, écoute, on essaye et puis on verra ce qui se passe. Donc on a fait tout le procédé qu'il fallait pour envoyer le véhicule en France directement. Donc en gros, vous vous êtes formé en même temps, quoi. Exactement, mais c'est ça, c'était de l'exercice. Formé sur le tas. Voilà, c'est ça. Exercice en réalité. Non rémunéré. Ouais. C'était juste un test qui nous a permis de voir s'il y avait quelque chose de potentiel là-dedans. D'accord. Parce que déjà, vous vous êtes rendu compte que les prix par rapport à la France, c'était le jour et la nuit. Bien sûr. Déjà, les taxes françaises et les taxes de Dubaï, c'est totalement différent. Donc forcément, les véhicules sont beaucoup moins chers. Donc on a vite vu une différence énorme. Et justement, au début, on ne connaissait pas. On ne savait pas qu'il allait y avoir les taxes françaises, la douane, le transport. Bon, le transport, on s'en doutait, mais qu'il y avait une homologation à faire sur un véhicule, que le véhicule devait passer des tests avant de pouvoir rouler en France comme ça. C'était pas. Nous, on pensait que c'était beaucoup plus simple. Donc, quand on a vu le prix du véhicule, on s'est dit, il y a une marge de malade, quoi. C'était trop beau pour être vrai, mais non. Au final, il y avait quand même une marge un peu moindre, mais il y avait quand même beaucoup à en tirer dessus. Vous vous êtes dit qu'il y a quand même un business dans cette niche-là. Mais c'est ça, exactement. Quand le véhicule est arrivé en France et que notre ami l'a reçu, il s'est renseigné à droite à gauche, donc il a fait une homologation avec un homologateur que nous-mêmes on ne connaissait pas. Donc on a fait la rencontre de celui-ci et voilà, tout simplement. Donc on a vu qu'il y avait quelque chose à faire là-dedans et on s'est lancé là-dedans en fait. D'accord. Et donc du coup, là ça c'était en 2019-2020 et depuis ce moment-là où tu t'es lancé donc avec à l'époque des associés. Tu n'as jamais lâché ce business-là de la vente auto. Exactement. D'accord. Tu as toujours fait ça depuis ces 5 ans-là. Comme tu peux le constater, on a eu une séparation 2 ans après. D'accord. Donc avec tes Exactement. associés. Donc quand on a lancé ce business-là, justement, nous on a fleuri grâce à Facebook.
pendant le Covid, ça a été monstrueux pour nous. Les gens ne sortaient pas, ne partaient pas en vacances, donc sur le net, sur l'ordi, ils commandaient des véhicules. C'était vraiment un travail plaisant. Et, Donc vous vous êtes mis sur Facebook dès le début? On s'est mis sur Facebook. Ouais. On s'est renseigné Insta, Facebook. Puis à l'époque, c'est vrai que Facebook, de toute façon, à l'époque, c'était un peu plus phare que Insta. Voilà, c'était la base. Au début, c'était bien Facebook. C'est de là que c'est parti. Et pour de la vente, nous, ça a été plus, c'était plus bénéfique de travailler sur Facebook que Instagram. Instagram, c'est plus la partie pour nous. À l'époque, c'était plus la partie visuelle. Et on avait un lien qui permettait aux gens de pouvoir repartir sur Facebook. Ça nous permettait de pouvoir faire des directs. Si je dis plus de bêtises, je crois qu'on n'avait pas ça sur Insta. Je sais pas si on l'a encore. Les lives? Ouais. Il y a toujours eu des lives, il me semble, mais peut-être en… C'était moins coté. Ouais, c'était moins coté. Ouais. Les lives sur Facebook 2019-2020, c'était beaucoup plus. Mais ouais, il y avait des lives sur Insta en 2020. D'accord. Mais tu vois, on fréquentait pas trop Insta, donc c'était pas trop… Puis moi, c'était pas trop ma partie de gérer Facebook à la base. Moi, j'étais plus vendeur. Donc je devais trouver des clients et vendre des véhicules tout simplement. Donc la partie Facebook, c'était quelqu'un d'autre qui s'en occupait. Mais les clients, comment ils venaient à vous? Ils venaient à vous via Facebook? Alors via Facebook et via nos démarches. C'est-à-dire que nous, on a contacté des garagistes en France, des revendeurs en France, des sociétés. Voilà, on a contacté un peu tout le monde, même dans nos amis et tout ça. Et en leur disant qu'il y avait un marché ici sur Dubaï. Voilà, en leur apportant ce que nous, on était capable de faire du coup, et qu'il y avait un certain business à gratter, quoi. À approfondir là-dessus. Donc ils ont compris, on a récupéré pas mal de clients et comme je t'ai dit, vraiment le Covid nous a fait grimper en force, quoi. Donc on a eu une page plutôt connue. Et pourquoi d'ailleurs, c'est une question, je sais pas, je te l'ai jamais posé en plus cette question, mais pourquoi vous vous êtes pas tourné à l'époque? Enfin à l'époque et même maintenant, à Dubaï, la plupart des gens font de l'immobilier quand ils savent. C'est pas quand ils savent pas quoi faire, mais quand ils ont, ce qui vient à l'esprit direct, c'est de faire de l'immobilier parce qu'il y a énormément de demandes et il y a des bonnes commissions à ce que je sache. Mais pourquoi vous êtes parti dans les voitures et pas dans les autres choses un peu plus phares? Ou peut-être il y avait peut-être pas forcément d'IMO à l'époque, je sais pas. Mais écoute, comme je te dis, nous c'est vraiment un ami à nous qui nous a dit allez voir cette voiture-là. En fait, c'est avec c'est avec la, comment dire, ce qui s'est passé à ce moment-là. Si tu veux, nous de base, les voitures, on kiffe ça. Voilà, c'est notre passion. Ok, donc il y a déjà un sujet. Cette équipe-là, donc notre ancienne équipe, on fait du drift et ça c'est vraiment un truc, c'est quelque chose de cœur. C'est vraiment une passion, les voitures on adore ça, la mécanique on connaît quand même nos véhicules on va dire sur le bout des doigts et on adore vraiment ce sport mécanique. D'accord, donc ça vient aussi un peu de la passion. Exactement, et à choisir entre l'immobilier et vendre des voitures. C'est quelque chose où je n'avais pas forcément pensé à l'époque, mais les voitures, vu que c'est notre passion, on s'est dit pourquoi pas se lancer là-dessus. Voilà. Après, c'est sûr qu'il devait y avoir des portes aussi sur l'immobilier, bien entendu, mais on n'entendait pas assez parler de ça. On savait qu'il y avait du monde dessus, mais voilà, on a décidé de se lancer vraiment dans les voitures. D'accord, ok. Et du coup, à ce moment-là, les véhicules qui étaient vraiment en vogue, que vous avez commencé à vendre à ce moment-là, c'était quoi? Il y avait quoi comme voiture vraiment où tout le monde en raffolait et à Dubaï surtout il y avait un vivier de ce genre de véhicule? Au tout début ça a été la Mercedes, la C63 AMG. Ça a été la première qu'on a exportée, enfin importée et ça a été, comment t'expliquer, c'est arrivé en France, les gens en parlaient entre eux, du premier véhicule on va dire, importé par nous, parce qu'il y a déjà dû avoir d'autres personnes, mais nous on s'est démarqué grâce aux réseaux sociaux. Et cette voiture-là, on nous l'a demandé peut-être une centaine de fois en l'espace de 2 mois. Tout le monde voulait de la C63 AMG. Tu vois, c'était je crois que c'était une 2009 la première. Elle avait moins de 100 000 km de mémoire et on l'avait ramenée pour je crois que c'était 25-26 000 euros. Donc c'était vraiment un prix imbattable. Même en Allemagne, je sais qu'il est trouvé beaucoup plus cher. Enfin, beaucoup plus cher, on dépassait les 30, mais on était toujours moins cher qu'en France, en Allemagne. Donc homologuées, clés en main, elles arrivaient à ce prix-là, quoi. Ouais, voilà, 25, 26, 27, ça dépendait des kilométrages, voilà, exactement, toujours pareil. Et c'est la première voiture qui nous a fait connaître, entre guillemets, juste pour une voiture, où on a vraiment eu énormément d'abonnés sur la page Facebook.
énormément de gens qui regardaient, des gens qui nous ont demandé de faire des lives. Donc c'est là qu'on a commencé à montrer un peu notre vie ici à Dubaï, tout en restant dans la voiture. Ouais, dans le cadre de l'auto. Exactement. Mais enfin, vraiment, c'est ça qui nous a permis. C'est vrai que la C63, c'est un modèle tellement mythique. Bien sûr. Et moi, j'aime aussi les voitures, mais je suis pas fou de voitures comme toi. Mais c'est vrai que j'ai souvent entendu parler des C63 ici sur Dubaï, qui étaient à des prix mais vraiment hyper bas par rapport à la France. Et toi, le fait que tu en importes en France, c'est une chose qui a fait que tu aies beaucoup de clients pour... Exactement, exactement. Alors, j'en ai importé. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est quand même plus difficile maintenant de les trouver. Et c'est pourquoi? Alors parce que on en trouve, mais le problème c'est que les prix ont augmenté. Parce qu'ici, les locaux, donc à Dubaï, se sont aperçus que nous, les Français, on ramassait toutes les C63 au début. Donc ils se sont dit, attends, les Français ils achètent, ils n'ont pas peur, ils ont de l'argent, patati patata, bam, on va augmenter le prix des voitures. Donc ils ont augmenté les C63. Donc beaucoup plus dur à trouver. Et de plus en plus de gens aussi sont venus s'installer ici à Dubaï pour faire un peu la même chose que nous, quand ils ont vu un peu ce que nous on sortait et le marché qu'il y avait ici. Donc les prix sont vraiment... voilà, ça a grimpé honnêtement. Ouais, ça a grimpé. C'est un exemple. Moi j'appelais le propriétaire d'ici, je lui disais voilà, la voiture elle m'intéresse, quand est-ce qu'on peut venir la voir? Il me donnait une date. 5 minutes après, tu avais un autre Français qui venait d'arriver, il appelait, oui bonjour, je vous appelle pour la voiture, je suis intéressé. Ainsi de suite, il y en avait 2-3. Le mec il s'est dit bon, s'il y en a 3 qui m'appellent, on va jouer avec eux, et c'est au plus offrant. Et donc du coup ça m'est déjà arrivé de faire des petites enchères sur des véhicules à la base où il n'y avait pas d'enchères, c'était un prix fixe. Mais le mec me disait, voilà, si tu la veux, il y a quelqu'un d'autre derrière qui est prêt à la prendre à temps, il faut que tu la prennes à temps. Donc du coup, ça m'est arrivé d'en acheter une comme ça aussi. Mais, ouais. Et il y avait quoi d'autre comme véhicule une fois que le C63? Les véhicules américains. Ah ouais. Voilà, mais ça c'est une niche qu'on n'a pas explorée au tout début. D'accord. C'était un rêve américain de rouler en Mustang. Nous quand on est arrivé, on a kiffé la Mustang. Et on s'est dit… c'est toujours un rêve américain pour plein de Français. Oui, bien sûr. Là aujourd'hui, je vois beaucoup de Français qui viennent ici sur Dubaï, et même pas que des Français, même d'autres pays. Les premières voitures qu'ils vont acheter, ça va être des Mustangs, des V8, des V8 américains. Exactement, ils veulent que des américaines. C'est déjà… Après, ils roulent pendant 1 an avec cette voiture-là, et puis après, ils vont commencer à se remettre sur des voitures européenne, mais tout le monde en rêve. Même moi le premier, quand je suis arrivé à Dubaï, j'avais un pote, d'ailleurs que tu connais, il avait une Mustang. Oui. Il avait une Mustang, une V8. Elle crachait du feu, mais quand je la voyais, pour moi, c'est comme si je voyais c'est comme si je voyais une Ferrari en France, tu vois. C'était un gros truc, quoi. Bien sûr. Et alors c'est imposant. Ouais, c'est imposant et tout. Et moi, la première fois que j'ai vu ce genre de voiture-là, je me suis dit, mais putain, ça vaut un bras et tout. C'est quand même un truc inaccessible. Enfin, pas inaccessible, mais presque, tu vois. Et en fait, quand je me suis renseigné sur les prix, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pour ça que tous les Français venaient ici, ou même les Européens, ils achetaient des Américaines parce que c'était pas cher en fait. Ah oui, t'en trouvais à 15, 16, 17, 18 000 euros. C'est incroyable. Alors en ça France, vaut ça 45, 50. C'est ça, le truc. D'ailleurs, les véhicules entre Dubaï et la France, je ne te parle pas de la différence quand tu achètes un véhicule, après tu l'importes en France et la différence de prix, quoi. Mais plus sur la différence de prix ici, à Dubaï, pour nous, les expats qui achetons nos voitures ici à Dubaï et roulons avec tous les jours, et en France. Et même le niveau le budget qu'il faut avoir pour faire tous les papiers, ton assurance, payer ton essence, etc. Entre ici et entre Dubaï et la France, c'est incomparable. Incomparable. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Tu t'en es rendu compte direct de ça? Ah oui. Tu t'es dit… quand tu arrives ici et que tu dois faire de l'essence dans ton véhicule, rien que ça déjà, bon déjà tu sors pas de ta voiture, ça c'est exceptionnel ici, c'est vraiment… tu étais un peu un roi à Dubaï quand tu vis ici. Tu arrives, tu sors pas de la voiture, qui, bon, il pleut pas souvent, mais bon, quand ça arrive,
Tu ne sors pas, ils te mettent l'essence, tu payes directement au carreau. Si tu as envie d'avoir une bouteille d'eau ou quoi et que tu n'as pas envie de sortir, il peut être la chercher, tu lui payes. Enfin, ça, c'est quand même un truc qui n'existe pas en France et qui n'existera, je pense, même jamais de ce que je vois. Ouais, mais c'est un service que tu Ah non, trouves, non, non, tu ne trouveras pas ailleurs, ça c'est sûr. Et le prix d'essence, quoi, c'est fou. En 2019, tu mettais à quel prix ton essence? C'était 40, non, je crois que c'est 34 ou 43 centimes. Ah ouais, crois que donc c'était- tu ouais, mettais c'était un moins cher, plein, quoi. ça te coûtait 20-30 balles. Et... Ah ouais, c'est... Donc Là, comment aujourd'hui, tu veux-tu, payes 40 euros, 45 euros, 50 maximum sur un Ouais. véhicule, un plein. C'est toujours aussi léger, quoi. Ouais, mais ça a quand même Pour pris ici, par pour les gens, rapport les locaux d'ici, oui, ça a doublé. à- Ouais. C'est Mais nous, on effectivement, regarde ça a même doublé. plus en fait. On Nous, regarde même pas. c'est trop facile. Enfin, Ouais. Moi, je regarde même pas. Quand je mets de l'essence, j'arrive, je lui dis full. Ouais. Et il me met full et c'est tout. Tu vois, je vais pas. Spécial. Ouais, tu vois, je vais en France. Honnêtement, en France, hein, et même quand tu as un peu d'argent, Mais tu regardes ouais, la tu borne. regardes. Et puis tu lui dis 30 euros. Tu sais, tu parles en euros. Tu Ouais. dis, enfin, c'est pas tu lui dis déjà, Ouais, tu non, mets non, tout bien seul. sûr, ouais. Donc tu regardes 20 euros, je mets 20 euros aujourd'hui. Vas-y, peut-être que je vais m'en servir que 2 jours. Tu vois, tu penses court terme. Une chose bête, mais des fois, combien de fois, je sais pas si ça t'est arrivé, tu voulais mettre 40 euros, tu étais à 38, hop, tu y allais tout doucement et Ouais. t'appuyais de temps en temps. Ouais, ouais, Un ouais. petit jeu, tu vois. Ouais. 40 piles, des fois 40. Ah. Ouais. Et là, ici, tu Ah, tu t'appuies, t'en quoi. fous. Et dès que ça fait tac, ce bruit-là que Exactement. quand t'entends en France, tu sais que t'as pris cher. Ouais. Mais là, ici, Ici, tu le c'est que fais, ça. c'est. C'est banal, full, quoi, c'est t'arrives, pas- full. Et il te met le full et tu payes et C'est tu fini. regardes même pas en fait. Non, parce que exactement. c'est comme si tu buvais de l'eau. C'est ça. Et puis en plus, il te propose aussi un petit service et il te nettoie le pare-brise. Ouais. Et Il ça, va te c'est chercher gratuit, c'est des même pas tu payes, chips c'est ou machin. gratuit. Moi, C'est- il y a un c'est- truc, moi je savais pas trop, mais quand j'allais à la station et que j'ouvrais la vitre pour lui dire bah, je veux full dans mon réservoir, il me disait est-ce que tu veux quelque chose de l'intérieur? Je te ramène un petit sandwich, quelque Ouais. chose. Je me dis mais putain c'est incroyable. Ils te Il y a mettent à l'aise, ils te c'est- mettent à l'aise. Il y a que Exactement. ici que ça existe. Mais vraiment, à nulle part ailleurs, tu trouveras ce genre de service-là. C'est ça. Et quand il revient, donc il te met le plein. Donc déjà, en France, c'est interdit de mettre le plein et de mettre le loquet là pour bloquer. Ouais. Non, tu Tu peux vois, pas. tu peux plus. Hein. Avant, tu pouvais, maintenant, ils l'ont enlevé. Ouais. Ils l'ont enlevé. Ici, ils te le mettent, ils te nettoient ton pare-brise, etc. Et puis après, quand tu payes, puis franchement, tu sors pas de la voiture, même s'il fait hyper chaud, qu'il pleut. Enfin, voilà. Ouais, t'as pas les mains qui sentent l'essence, Exactement. t'as pas tout ça. Quoi. À la Donc fin, tu c'est- lui donnes même un truc. parce Un que petit t'es pourboire, content, un tips, petit ouais, bien pourboire, sûr. ouais. Mais c'est vrai que c'est incroyable ce niveau de vie-là. Et donc, du coup, on en reparle aussi par rapport aux voitures. Comme tu le dis aussi, c'est le jour et la nuit en termes de prix. Ah, bien sûr, c'est incomparable. Genre, Tu peux pas- t'achètes. C'est quoi qui t'a le plus choqué sur une différence de prix que tu as pu constater ici à Dubaï sur des véhicules c'est-à-dire, tu mets toute ta carte grise, ton assurance, etc. Qu'est-ce qui t'a le plus choqué entre ici et la France? Mais là, ce que tu viens de dire, hein, rien que le fait, déjà, c'est la carte grise. Ça, il n'y a pas de malus, il n'y a pas de. Pour toute personne qui veut rouler dans des véhicules, comme ils disent, des gros gamos ou vraiment des véhicules luxueux, hein, des supercars, tout ça. Ici, tu peux acheter une Lamborghini et avoir une carte grise pour 200 euros. Quoi. C'est Et incroyable. ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas en En France. France, c'est. Ah non, en France, il faut que tu achètes, tu rachètes une voiture, en gros, Ouais, entre guillemets, c'est le deuxième prix d'une voiture en c'est fait. 50-60 000 euros suivant les véhicules. Et encore, Incroyable, je c'est pense que je suis incroyable. léger sur certains modèles, mais c'est comme tu En dis, soi, c'est le prix d'un appartement. Quoi. En France, quand tu vois quelqu'un avec une grosse caisse, un RS6 ou quoi, Ah, tu c'est- sais que qu'il a de l'argent en fait. tu sais C'est qu'il que ça. sait qu'il paye. C'est incroyable. C'est Eh ouais, incroyable. bien sûr. Mais bon, après en France aussi, quand tu vois une personne avec une telle voiture, Mhm. moi personnellement, quand je vois ça, je vois très rarement dans je viens d'une petite ville, hein, mais je vois très rarement des grosses voitures du style 100-120 000 euros, tu vois. Mhm. D'accord. Bien qu'aujourd'hui, 120 000 euros, en fait, t'achètes une petite. En vrai, en France, 120 000 euros, t'achètes un RS4, alors qu'il y a 5 ans, 120 000 euros, t'achetais un RS6 en fait. T'as vu comment ça a augmenté Ah non, mais les prix, c'est par rapport. Ben, le problème, c'est l'électrique qui arrive, quoi. C'est Donc ça en qui fait, fait tu que penses qu'ils font les semblant thermiques. de. Ah oui, mais c'est sûr. L'électrique arrive, moins de pollution. Ça, ils Ok. auraient pu y penser avant à tout ça, mais bon. Et du coup, ben, les voitures thermiques, malheureusement, c'est elles qui sont impactées.
Et ah, ben toi, tu veux rouler dans ce véhicule-là, tu veux consommer, tu veux polluer, tu payes. Ouais, tu payes. Voilà. Maintenant, c'est devenu limite. C'est ça. Tu veux pas avoir de carte classe grise à sociale. payer ou pas de malus, tu prends de l'électrique. Ouais. Et là, on t'aide. Tu prends une que thermique, on t'allume. Avant, quand je dis avant, c'est il y a 10-15 ans. Quand un jeune qui voulait acheter sa voiture, il faisait un petit crédit. T'en as plein qui ont fait des petits crédits de Crédit auto, oui. ouais, 20-30 000 euros. Mhm. Tu avais une belle voiture, tu vois, à 20-30 bien 000 sûr. euros. Aujourd'hui, 20-30 000 euros, t'as quoi? Tu roules plus pour le plaisir, en fait. En France, non, tu peux trouver des voitures, mais c'est plus les mêmes les moteurs, tout ça, c'est léger. Tu vois, T'as plus plus le la même plaisir. puissance comme si tu avais un M3, je sais pas, je dis E46 à l'époque. Enfin, toutes ces choses-là, c'est fini maintenant. Donc maintenant, avoir une voiture en France pour le plaisir, faut monter à plus de 100 000 euros. Qui fonctionne, tu veux dire, qui marche fort Ouais. et Ouais, qu'on remarque et qui fait du bruit, Exactement. ouais. Je pense qu'il faut au moins 80 000 euros. ouais, tu vois. 70 000, 80 000 euros ouais, pour commencer. Donc du coup là, enfin les jeunes avant ils faisaient des crédits pour acheter leur voiture et ils étaient contents. Là aujourd'hui, pour faire un crédit à 80 000, 100 000 euros, t'achètes un appartement, tu vois. Ouais, non, bien sûr, c'est plus la même. Franchement. T'as plus la même pensée quand tu fais un crédit comme ça d'acheter une voiture à 80 000 balles, quoi. Ça reste un budget, hein, ça reste un véhicule. Hein, Ouais. Tu vis pas. Enfin, ok, tu roules avec, c'est sûr que c'est important, mais tu dors pas dedans. Si t'as une famille, ils vont pas vivre dedans. C'est devenu un plaisir. Voilà, c'est ça. Alors qu'avant tu te faisais plaisir Exactement, automatiquement c'est en ça. achetant une voiture, quoi. Tu te faisais ça. plaisir. C'est incroyable quand même. C'est. Après, voilà, la voiture, c'est quand même. Je sais pas si je peux dire ce terme-là, mais c'est un bouffe fric un peu, tu vois. Tu la répares, tu fais les révisions dessus, l'essence, tu payes ton assurance. Voilà, c'est quand même. T'achètes pas la voiture et c'est tout. Non, c'est de l'entretien. Enfin, suivant le véhicule que tu prends, Ouais, c'est t'as un plus cher en billet, entretien que du véhicule. c'est quand même un billet, c'est pas Bien juste sûr. t'achètes ta voiture 80 000 et puis c'est tout. Il Non, faut non. avoir un niveau de vie aussi derrière. Ah, bien sûr, parce que tout le monde pour peut l'assumer. acheter, tout le monde peut économiser et acheter la voiture qu'il souhaite, même si ça peut être plus long pour certains comme plus rapide pour d'autres. Ouais. Mais il faut être sûr derrière de pouvoir effectivement l'entretenir. Ça, c'est différent. Moi, j'en connais beaucoup qui ont acheté des Lamborghini en France. Ils n'assument pas derrière quand ils l'emmènent chez Lambo pour changer l'embrayage, les Ouais, bougies. j'imagine. En plus, chez Lambo, c'est peut-être c'est- 10 000 km, tu dois changer un C'est ça, truc. c'est même. Voilà, tu as même des embrayages qui durent 8 000, 6 000, ça dépend de l'utilisation aussi, mais ça coûte plus cher en entretien que d'acheter le véhicule. Donc Ouais. c'est. Et donc maintenant, même les gens, quand ils voient une personne avec une caisse à plus de 100 000 euros, pour eux, c'est forcément un bourge, et Ah oui, un riche, ouais, tout un simplement. riche, et ils jalousent rapidement. C'est le mot qu'ils ont tous. Pareil. Ouais. Il te met un gros trait Ouais. pour que tu t'en souviennes, pour que tu te souviennes que tu es en France. Putain, mais ça, moi, c'est un truc qui me. Vraiment, Mais ça, justement, tu l'as pas, ça ici. C'est ça qui est incroyable. Ouais, Ici, il n'y a personne vois, qui regarde ta voiture ici. tu respires ici. Ici, C'est tu achètes autre une chose. voiture, même tu l'achètes 200 000 euros. Ah non, Honnêtement. Tu achètes une Lambo à 200 mais 000. c'est bien, tu as réussi, il fait son. Voilà, Mais c'est- les gens, ils te regardent même pas. Ah non, c'est. Ils te disent pas, oui, lui, il vend de la drogue. Ouais, non, lui, il a volé. Lui, c'est un fils à papa. Ah non, ça Et c'est. ils te la rayent pas ou quoi. Ici, t'es. C'est la mentalité française, hein. Pas pour nous les Français, mais Ouais, la plupart, il y en a beaucoup qui pensent ça comme ça, malheureusement, ouais. c'est trop. Ici, tu l'as pas. C'est trop. Ici, c'est tranquillité, t'achètes, tu fais ta vie. Personne te regarde. Personne t'embrouille, Personne va personne te dire machin. Tu laisses ta voiture ouverte pour aller au cours. Ça, Ah, la ça, mienne, on voyait. Bah, toi d'ailleurs. J'ai toi. jamais fermé ma voiture depuis que je suis arrivé. Moi, bah, je m'en suis rendu compte parce que moi j'ai quand même cette manie, vu que je suis en France. Ouais, enfin, tu me le vu disais, que, ouais. voilà, en France, j'ai toujours fermé ma voiture, etc. Même quand je me suis expatrié ici, j'ai gardé ce truc de fermer ma voiture. Et un jour, on était ensemble et je vois le mec. Non, t'étais loin, tu me dis, elle est ouverte? Oui, oui, bien sûr. Non, mais moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est même pas ça. C'est que je suis avec toi, on était devant chez toi et tu m'as dit, viens, on monte 5 minutes ou on se pose. Tu as éteint la voiture et tu as mis les clés à côté. Tu as Ah oui, posé dans les le- clés en fait sur le. En face de la boîte à vitesse. Ouais. Ouais. Et je t'ai dit, tu fais quoi? Pourquoi tu les poses là? Tu m'as dit, bah, je fais tout le temps ça. Et j'ai failli te dire, mais t'es fou et tout. Après, je me suis dit,
Pendant une seconde, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, on est à Dubaï. Mais quand même, même ça, même juste ce geste de poser les clés à côté, de rentrer chez soi, de dormir, faire sa vie et de revenir le lendemain, moi, ça, tu sais, j'ai du mal à me l'imprégner, tu vois. Mais vraiment, hein, quand un Français il voit ça, qui vient d'arriver à Dubaï, il voit ça, il est choqué. Ah non, mais c'est… Justement, j'ai pris une mauvaise manie hein, quand je suis rentré en France il n'y a pas très longtemps. Ouais. J'ai loué une voiture et l'habitude d'éteindre la voiture, de poser les clés à côté. Ouais. Je suis sorti, je me suis dit, attends, c'est plus pareil. France, là. Je suis en France. J'ai fait demi-tour, j'ai récupéré la clé, j'ai fermé. Là, en 2 minutes, on te la prend. Bip, c'est bon, les rétros se rabattent, c'est bon. Ta voiture, elle est prise. Non, ouais. Mais le problème en France, c'est que même dans la poche, on vient te voler, quoi. Donc, t'es pas rassuré. Ici, ça m'est arrivé de faire une dinguerie, un truc de fou. Je sais pas si je t'en ai parlé. C'était dans mes débuts, j'avais reçu un virement d'un client. Mais ça, c'était vraiment au tout début. Je crois que j'avais 13-14 000 euros sur moi en liquide que j'avais retiré ici à la banque. Et je l'avais mis dans ma sacoche. On était parti manger un fast-food juste à côté des showrooms. Et je sais pas, je discutais avec des amis, je pars, je laisse ma sacoche, je repars léger. Je fais pas attention, j'arrive chez moi, on prend la route, on rentre chez moi. Je commençais à me poser des questions, me dire mais attends, il me manque quelque chose et tout, je réfléchis. Mais là il était tard, le restaurant fermé, enfin dans tous les cas c'était mort, mais j'avais pas. Et là d'un coup ça me fait tilt, je me dis putain la sacoche. Et c'était dans mes débuts donc stressé comme pas possible. Ouais, tu t'es dit je suis en France, ça y est, elle est partie ma sacoche. Mais là, même ici, je savais pas encore, on va dire, ce procédé-là. Ouais. Je me dis mais c'est fini quoi, les sous ils sont perdus. Le lendemain, direct, je me réveille à une heure pas possible, hyper tôt, à l'ouverture du resto. J'étais devant, j'arrive là-bas, j'ouvre la porte. La femme elle me dit oui, il y a toujours votre sacoche, elle est sur la chaise là-bas. Je vais voir à la chaise, ma sacoche, j'ouvre, il y avait tout dedans. C'est un truc de fou. T'as pas vu l'histoire d'un mec, ça me rappelle l'histoire d'un mec, c'était un Allemand il me semble, un touriste allemand qui venait à Dubaï en vacances et à l'aéroport, pareil, il a laissé sa sacoche quelque part et dedans il y avait plus de 30 000 euros en liquide. Bon, déjà je sais pas, tu sais pour moi, hein, arriver avec 30 000 euros en liquide de l'étranger à Dubaï, 10 000 euros, ouais, normalement c'est 10 000 euros, je me dis putain c'est chelou tu vois. Je me dis donc à la rigueur, même si tu vois, tu vas avoir la sécurité ou quoi qui vont retrouver ça dans l'aéroport, le mec il va devoir justifier, tu vois, pourquoi et tout. Mais en fait ça c'est la mentalité de chez nous, tu vois, parce qu'ici c'est pas la même mentalité. 30 000 euros, tu es arrivé avec 30 000 euros, c'est tes 30 000 euros. On va pas te dire oui pourquoi tu as 30 000 euros, c'est les tiens, tu vois. Ah non, il n'y a aucune question. Il n'y a aucune question. Et dans l'article, le gars, donc il a perdu à l'aéroport ses 30 000 balles dans sa sacoche. J'étais pas bien. Ouais, et le mec, dans l'article, tu vois une photo de lui avec la police qui lui donne ses 30 000 balles. En gros, la police a trouvé ses 30 000 balles, ils l'ont rappelé, ils ont trouvé sur les caméras que c'était à lui et tout, ils l'ont rappelé et ils l'ont dit tiens c'est ton argent, enfin tu vois on va pas te dire machin. Incroyable. Et ils ont pris une photo avec lui, avec ses 30 000 euros comme ça, incroyable. Et ça, imagine le cas en France. Mais même en France, c'est triste ce que je vais dire. Ouais. Mais même certains policiers, hein, y en a qui restent, même s'ils ont de mauvais esprit, ils restent humains avant tout. Il y en a beaucoup qui l'auraient gardé. Hein. Il y en a beaucoup qui. Ou alors, ouais, peut-être rendre les papiers, mais l'argent, il aurait disparu, quoi, je pense. Ouais, peut-être un mec. Enfin, 30 000 euros, même pas avant que ça arrive, même pas que ça arrive avant les policiers. Peut-être que voilà, les policiers, ils vont peut-être contrôler, machin, voir c'était à qui et tout, c'est possible. Mais avant même que ça arrive dans les mains des policiers, tu as déjà un mec qui est passé qui les a pris. Alors soit ça, ouais. Voilà. Ou tu as déjà un gars de la sécurité ou un mec qui fait le ménage ou qui travaille à l'aéroport. Forcément, bien sûr. Mais ça, tu vois, ça n'existe pas déjà le truc. Mais là, arriver jusqu'aux mains, enfin ça arrive aux mains des policiers, les policiers ils t'appellent, venez déjà récupérer votre sous. En France, la police t'appelle, pourquoi vous avez 30 000 euros, tu vois, c'est pas, on vous rend les sous, on les garde, on te les rend pas, je crois. On cherche. Je suis pas sûr qu'on te les rende. Ça dépend si tu as les justificatifs. Ouais, toujours pareil. D'accord, mais t'as pas, je crois que tu payes un impôt, une douane dessus. Parce que tu n'as pas le droit de te balader avec plus de 10 000 euros. Ah, impossible, ouais. Tu vois, donc du coup, ils vont dire bon, ben, l'excédent, vu que tu n'as pas déclaré, c'est un truc machin, on te taxe dessus. Oui, bien sûr, c'est tes sous, mais on te prend des sous, quoi. Ouais, bah écoute, moi, c'est c'est cette face de la France qui, je pense, qui fait un peu de mal. J'aime la France, c'est mon pays. Ah, moi aussi, j'aime la France. Je crache pas dessus. Moi non plus, je crache pas dessus. Mais effectivement, il y a des choses qui… Et je pense que les gens
qui vont écouter cette vidéo, ils savent aussi de quoi on parle. C'est plus comme avant, il y a beaucoup de choses qui changent. Et il y a beaucoup. En fait, il faut faire avec maintenant. Voilà, Et si ça ne te convient pas, il faut partir en vrai. Tu vois. C'est un peu ce qui se passe en ce moment, hein, c'est que tout le monde quitte la France, malheureusement. Toi, tu le vois toi autour de toi, parce que moi, c'est pas que je le vois, c'est que déjà ici à Dubaï, tu sais là, je suis dans un bâtiment où il y a 2 ans, si je croisais un Français, c'était le bout du monde. Ouais, tu bien vois. sûr. Je croisais jamais de Français dans le bâtiment. Aujourd'hui, mes voisins, je dois avoir, je sais pas, au moins 15 voisins français, tu vois. Ouais, non, mais c'est de plus en plus. Ça n'existe pas. Ils viennent tous ici. Mais ça m'a choqué. Mais moi, au début, je me souviens effectivement, ouais, nous, on parlait pas super bien l'anglais, hein, vu qu'on était au tout début en Espagne, c'était espagnol. Donc forcément, on est arrivé là, on a appris sur le tas, mais on avait quelques Français, mais c'était très rare. Dès qu'on en voyait un, ça nous faisait du bien. Ouais. Ça nous faisait du bien de parler, de pratiquer notre langue maternelle. Et au fil du temps, c'est vrai que maintenant, comme tu dis, hein, tu descends, tu vois un groupe, tu passes à côté, t'entends, ils parlent français, quoi. Toi, t'es venu en vacances avant de Non, jamais. ici? Nous, on est venu direct. À chaud. C'est incroyable. On est arrivé, on s'est dit, on essaye et il faut qu'on casse tout, quoi. D'accord, donc c'était purement de l'expatriation tournée vraiment business, c'était pour faire un business, quoi. Exactement. C'était pas par rapport à que vous aimez l'endroit et que vous Alors si, on l'aimait aussi parce qu'on avait vu sur des vidéos, on avait vu sur vous avez vu des sur les interviews. Voilà, on a vu effectivement que Dubaï, c'était quand même, je ne vais pas dire magique, mais voilà, il y avait des beaux paysages, les lois étaient différentes, la vie était... Ça avait l'air d'être plus attractif et ça donnait plus envie de venir ici c'était moins cher que de rester là où j'étais, ça c'est sûr. Et c'était moins cher aussi, effectivement. Il y avait moins de tourisme, il y avait moins... Bon, après moi, ça fait que 5 ans, quasiment 6, mais ceux qui sont arrivés bien avant encore, ça devait être encore pire. Mais, Moi, en 2013, je suis venu. Ouais, t'es venu en vacances, c'est ça? Ouais, je suis venu. Enfin, je partais en vacances. Enfin, je partais pas en vacances. Je partais faire un stage de boxe en Thaïlande. D'accord. Juste pendant la période de mes études où on avait 1 mois et demi, 2 mois pour réviser avant les partiels. T'es venu ici? Ouais, je suis parti en Thaïlande et j'ai fait une escale ici à Dubaï. Donc du coup, au retour, je suis resté plusieurs jours. Je suis resté 2 jours. J'ai fait 2 jours d'escale à Dubaï et c'est vraiment la première fois que j'avais vu Dubaï, tu vois. Et comment je connaissais pas du tout. Je suis arrivé genre à l'aéroport. Déjà l'aéroport, j'ai rien compris. Je pensais que c'était une ville, le truc. J'ai rien compris à ce qui se passait et donc je sors de l'aéroport. Donc je prends une accommodation, un bus pour spécial Emirates qui m'emmène dans un hôtel. Parce que quand tu fais une escale avec Emirates, ils te payent l'hôtel si l'escale il dure plus de 24 heures ou de 20 heures, un truc comme ça. Donc du coup j'ai été à l'hôtel et là je me suis dit bon bah je vais visiter. De base je voulais même pas visiter, hein. Je me suis dit Dubaï c'est une zone où je vais faire mon escale et puis c'est tout. Et puis basta, ouais. Ouais. Et après bon 2013 je voyais quand même sur les panneaux publicitaires de l'avion et j'en avais entendu parler mais vaguement. En 2013 t'en entendais pas du tout parler, tu vois. J'ai vu le Burj. L'hôtel le plus cher du monde. 7 étoiles. Le Burj C'était un des premiers. Exactement. Hôtel 7 étoiles, ouais. Qui d'ailleurs, je pense que c'est l'un des seuls 7 étoiles. Non, il y en a un aussi, Chine, au Japon. Je sais pas. Moi, Si, pour moi. Il y en a d'autres, ouais. Bon, et du coup, à l'époque, c'était le seul. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais aller visiter, prendre une photo. J'ai encore les photos, tu vois. Ouais. Je suis allé, le mec qui m'a emmené en taxi, je lui ai juste dit, je te donne 20 €, tu fais le tour avec moi de toutes les places. Un peu iconique de Dubaï, il m'a emmené au Burj Al Arab, il m'a pris une photo comme ça, je suis allé à la plage, j'ai fait un petit tour et tout. J'ai vu l'hôtel, j'ai dit mais c'est incroyable comment ils ont pu construire ça et tout. Et quand je suis passé à la Sheikh Zayed Road pour me rendre justement à Burj Al Arab, je voyais mais déjà il y avait des bâtiments de fous, mais c'était quand même en construction. Ouais, c'était le début. Ouais, c'était le début. En fait ça faisait désert, plein de buildings, désert. D'accord, ouais, c'est que le temps que ça se remplisse, c'est étape par étape, partie par partie. Ouais. Et arrivé au Dubai Mall, quand j'ai décidé d'aller au Dubai Mall, j'ai vu, tu sais, je me suis dit, mais c'est quoi ce mall de fou? Déjà, il n'y avait pas un chat de partout. D'accord. Il n'y avait pas un chat. Bon, après, c'est vrai qu'il était tôt quand je suis arrivé, c'était 10 h du matin, mais il n'y avait personne au Dubai Mall. J'étais quasi le seul avec 2-3 personnes qui faisaient le ménage et les personnes qui allaient travailler dans leur boutique. D'accord, ok. Et je me dis, putain, mais c'est quoi? Pourquoi ils ont fait tout ça, tu vois? Pourquoi ils ont construit tout ça? Alors qu'il n'y a personne. C'était quoi? En fait, pour moi,
franchement, en 2013, je me disais, c'est magnifique, mais ils ont fait ça pour rien. Il n'y a jamais personne qui va venir ici. Tu vois. En fait, le Cheikh, il avait une vision mais incroyable de Dubaï. Il savait déjà dans le futur, il savait déjà ce qu'il allait faire, tu vois. Mais nous, bon, moi j'étais gamin en plus, tu vois. Donc j'arrive au mall et je vais acheter 2-3 trucs. Je vais à Adidas. Je me souviens, je vais à Adidas, je vais chercher une paire de baskets, je regarde un peu. Je me dis, peut-être je vais faire des achats. Et je vois, il y a une paire de baskets. À l'époque, c'était des, tu sais, les superstars là. D'accord, oui. Ça existe toujours. Et je vois, genre, je compare avec la France. Je vois, c'était au moins 40-50 € de moins cher que la France. Je me dis, putain, mais est-ce que c'est normal ou pas? C'est des vrais et tout. Mais après, clairement, tu vois, c'est la vraie boutique Adidas et tout. Donc là, je me souviens, je me connecte sur Internet, j'envoie des messages. J'avais Skype, c'était Skype à l'époque. J'envoie des messages à ma famille. Je leur dis, ah putain, mais truc de fou, les paires de baskets moins 50 € par rapport à la France et tout. Je vais à Superdry. Comment elle s'appelle la marque? C'est Superdry. Je vais à Superdry. Pareil, les t-shirts, ils étaient 20 € moins chers. Genre en France, c'était 30 balles. Là, c'était 10, 15 balles, 12 balles le t-shirt. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Je charge, tu vois. Alors que j'avais pas beaucoup d'argent à l'époque, tu vois. Je charge tout. Mais Dubaï, c'était vide en construction de partout. Le mall, il était même pas encore fini. Il y avait des constructions, je crois la passerelle de métro, elle était encore full construction. Ouais, c'était dans les débuts. Ouais. Dans les débuts, il y avait une autre aile du Dubaï Mall qui n'avait même pas encore fini. Il me semble que c'était Zabil Mall. C'était et quand tu arrivais, tu sais, au deuxième étage tu vois, là où il y a Ouka, etc. Ouais, où tu vois la fontaine et que ouais. tu vois à ta droite le Burj Al Arab. Ben, tu regardais un peu comme ça. Bon, je peux aller chercher. Ouais, le Burj Khalifa. Tu voyais le Burj Khalifa. Mais justement, tu voyais le Burj Al Arab de loin. Ouais, parce qu'il n'y avait pas tous ces bâtiments. Il n'y avait pas tous ces bâtiments, tu vois, tu n'étais pas encombré et tout. Mais c'était incroyable. Et là, à cette époque, ben ouais, moi je suis venu entre guillemets en touriste. Quand je suis rentré, déjà ça me trottait dans la tête, je me disais mais c'est quoi ce pays de fou, tu vois, c'est incroyable, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, etc. Ouais, bien sûr. Mais quand tu arrives en tant que touriste, c'est pas la même, tu vis pas le même Dubaï. Non, bien sûr, c'est pas la… Tu vois, tu as plein de gens qui viennent en mode touriste, ma famille, hein, j'ai mon frère qui est venu en mode touriste, même moi, hein, je suis revenu en 2017 en mode touriste une semaine, puis après, bon, j'ai travaillé. Mais je me disais, ouais, non, Dubaï, ok, je ferai une bonne partie de ma vie ici. Mais je ferai 5-10 ans pour gagner de l'argent, pour faire ma vie ici, etc. Ouais. Mais mon but, c'était de vivre ailleurs, tu vois. J'aimais bien la Thaïlande, j'aimais bien d'autres pays, tu vois. Je voulais visiter d'autres pays et tout. Et à cette époque-là, tu posais la question à des Français en 2017-2018. J'ai vu des Français ici qui habitaient ici sur Dubaï. Je leur posais la question, je leur disais, vous, Dubaï, vous y voyez à long terme et tout? Ils me disaient tous, non, moi c'est juste pour faire mes sous, 4-5 ans. 4-5 ans, après je pars et tout. Et là, à l'heure actuelle, ces mêmes Français-là, ils sont ici. Tu vois, ils sont toujours ici. Alors que ça fait 2017, ça fait 7 ans. 7 ans. 7 ans, ça fait? Ouais, 7 ans, ouais. Ouais, ça fait 7 ans. Et maintenant, pose la question à des Français autour de toi qui sont expatriés à Dubaï. Demande-leur s'ils se voient vivre à Dubaï toute leur vie ou si c'est pour une période. Tu verras que la majorité vont dire, moi, je me vois vivre toute ma vie à Dubaï. Par exemple, moi, typiquement, je suis ce genre de personne qui va te dire, alors qu'avant, je ne le pensais pas, mais maintenant, plus je grandis, plus je me rends compte qu'il y a très peu de places dans le monde qui sont comme Dubaï, des places safe, des places où on te respecte, des places où tu peux gagner de l'argent. Tu peux gagner de l'argent sans qu'on te dise oui, tu fais ça, tu fais ça. Et c'est ton argent. Et c'est ton argent, tu vois. Et franchement, ça ne me dérange pas, même ils mettent des taxes, des TVA, des machins, ça ne me dérange pas tant que, tu vois, c'est mesuré ici, ils te mettent une taxe une TVA à 5%. Voilà, tu as une infrastructure de malade mental. Tu as une sécurité nulle part ailleurs, tu vas voir cette même sécurité. Moi, je paye cette taxe. Ce luxe-là. Bien sûr, tu payes. Même si ça coûte plus cher, tu payes, tu vois. Il n'y a pas de souci. Je ferai un peu plus d'argent pour payer ce mode de vie. Mais là, tu vis en fait, ici. Ouais. C'est ça. Là-bas, en France, malheureusement, tu survis un peu. Tu survis. C'est plus pareil que… C'est mon ressenti en tout cas. Ouais. Et d'ailleurs, tu es rentré en France, toi, au mois de… Ouais. Il y a un mois. Je suis rentré pour passer les fêtes avec ma famille et les amis. T'en as pensé quoi?
Parce qu'il me Bah, semble que moi- ça faisait 2 ans ou 3 que tu n'étais pas rentré. Ouais, voilà, ça faisait 3 ans. Ouais. Et moi, franchement, j'ai kiffé, hein, revoir ma famille, mes amis, tout ça, c'était vraiment, ça faisait longtemps. Donc forcément, quand tu rentres, c'est plus que plaisant. Bon, la vie à l'époque, comme à la française, en gros, ça m'attire plus, hein, honnêtement. Je me vois pas repartir vivre en France, c'est pas possible. Et pour la seule raison d'ailleurs où je rentre, c'est vraiment famille et amis, quoi. Donc, Ok. mais pour la vie là-bas, c'est Ah ouais. non, c'est pas possible. Ça t'a reconforté Ouais, ton c'est idée. ça, exactement. Parce qu'il y a peut-être ok beaucoup de choses ici qui sont plus chères, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont moins chères. Et non, c'est pas possible. Vraiment, quand je reviens ici, alors, je vais pas dire c'est mon pays, mais j'ai l'impression que c'est mon pays. Tu Ouais, vois. c'est incroyable de penser ça. Tu te alors sens que- accueilli, enfin, t'es accueilli ici, Ouais. c'est. T'arrives, tu Ouais. respires, t'es content, il fait beau, nanani, nanana, tu sais que. si tu T'as veux- pas cette pression sociale. Exactement. Que t'as en France. Et puis tu veux manger à n'importe quelle heure. Tu peux manger à n'importe quelle heure. Tu veux te faire livrer, tu te fais livrer. Les gens, ils sont super sympas. Ils ont le sourire, ça c'est énorme. C'est vraiment quelque chose qu'on a perdu en France. Bon, après, je peux le comprendre avec tout ce qui se passe. Mais Ouais, c'est ça. C'est le climat en C'est, fait en France fait que les gens c'est deviennent normal. beaucoup plus, moi Je je les peux comprends, comprendre, hein. bien Moi sûr. aussi, hein, clairement. Puis il y en a qui ne peuvent pas se permettre de tout quitter du jour au lendemain comme on a pu faire. Yes. Nous, partir ici et se dire, allez, let's go, on lance tout, quoi. Bah, tu conseilles quoi justement à des personnes qui ont ce petit laps de temps, cette petite opportunité de se dire bon, ils savent pas quoi faire dans leur vie, ils sont peut-être célibataires ou même en couple et qui veulent partir quelque part. Tu leur conseilles quoi en fait Mais suivant l'âge qu'ils ont, mais s'ils ont envie, il faut foncer, quoi. Il y a Ouais. pas, il faut y aller. Il faut en profiter. C'est pas plus tard que tu pourras te permettre de faire tout ce que Je tu pense peux que faire tu peux maintenant, pas, quoi. tu peux pas t'expatrier à 40 ans, 50 ans. Je pense que oui, mais ça serait peut-être pour C'est être. un peu plus dur. Ouais, je pense que c'est plus compliqué. Après, ça dépend dans quel corps de domaine tu es. Ouais, c'est vrai, parce que C'est- quand t'as 40, 50 ans, T'as déjà pas les peut-être, mêmes. La famille, les enfants, t'es posé. Si là, Ouais, c'est vrai. c'est différent. T'as ton petit train-train de vie. Il y en a qui s'y habituent, il y en a Et t'en as beaucoup hein, de cet âge-là, alors que ça pensait. qui partent effectivement Ouais. pour vivre tranquille dans d'autres pays. Ouais, alors qu'avant tu le voyais pas Non, ça. bien sûr, c'est pour te dire qu'il y a des endroits, malheureusement, c'est plus que c'était, quoi. Je parle pour la France parce que voilà, je suis français, mais Même c'est où vrai tu es, à que c'est Bordeaux. plus pareil, quoi. Hein. Même à Bordeaux. Pourtant Bordeaux c'est une super ville. Non, Bordeaux, c'est agréable, c'est la ville du vin, c'est la ville où il y a la fête, mais tu as la campagne à côté. C'est quand même, moi je trouve Bordeaux, c'est vraiment une ville que j'apprécie énormément. Mais il y a beaucoup de gens effectivement qui viennent ici à Dubaï ou dans d'autres pays du Golfe. Hein. Ils veulent la tranquillité, voilà, ils cherchent vraiment à avoir des beaux paysages, il fasse beau, il fait bon, les gens sont gentils, c'est agréable, tu peux sortir dehors, tu n'as aucun risque. Bon, on va dire ce qui. Mais voilà, pour les gens qui veulent vraiment y aller, moi Ouais. en tout cas je conseille vraiment d'y aller, il faut se lancer. Ouais. Faut pas avoir peur, faut toujours penser à plus tard. Et quand tu as une idée, il faut aller jusqu'au bout, quoi. Ça fonctionne, ça fonctionne pas, tu auras essayé, tu seras pas déçu. T'auras pas le regret de te dire. Voilà, moi je dis putain, qu'il faut j'ai vivre pas- sans regret, c'est Ouais. partir un jour sans regret, c'est-à-dire voilà, le jour où tout se termine malheureusement, d'avoir fait tout ce que tu voulais faire, ça c'est beau. C'est vrai. c'est beau. Partir un jour sans regret, Ouais. c'est vrai que c'est une bonne. Bon, après, ce qui manque ici, il y a quand même des choses qui manquent par rapport à la Je t'écoute. France. Bah, moi, honnêtement, hein, ce qui manque, bon. Tu sais, moi, je suis motard et j'aime aussi beaucoup la nature. Tu vois, la verdure en fait. L'herbe, C'est l'herbe, ouais. les montagnes. Ouais, ici, il y a des montagnes. Il y a Hatta. C'est Ouais. quand même très montagneux et tout, c'est Vers bien. Ras El Khaimah, tout ça là-bas, Exactement. C'est vraiment bien. Mais tu vois ce côté à la française, montagne, avec des petits villages. les vaches dans les prairies, tout Exactement. ça, ouais, bien C'est sûr. c'est un peu ça c'est qui vraiment un manque, truc tu qui vois. manque, ouais. Après, tout ce qui est produits locaux, artisanaux, qui me manquent. Tu vois, certaines choses, par exemple, moi, il y a la période des châtaignes. Moi, j'aime trop les châtaignes, les marrons grillés et tout, tu vois. Ici, c'est pas. Il y a des Ouais, marrons, mais aller je sais cueillir pas, tes c'est pas cèpes, pareil. tout ça, bien sûr. Exactement, tu as ces petits trucs-là qui manquent. Quand c'est à la période un peu froid, il fait froid. La cheminée. Ouais, petite cheminée, raclette, un truc comme ça. Ouais, bien sûr, ça bien manque. sûr. Tu vois, par exemple, là, il a plu ces 2 derniers jours. Moi, ça m'a fait du bien, tu vois. Ah, mais moi j'adore.
j'étais trop content. J'étais dans mon balcon, sur Ouais, mon balcon, je regardais, je voyais qu'il pleuvait, je rentrais chez moi, je me mettais sous le plaid, C'est alors ça, qu'en France c'est naturel, tu vois. De se Quand mettre tu sous restes là 2-3 ans et qu'il pleut pas, t'es dehors, t'es le seul, tu regardes en haut, t'es content, les gens ils te regardent, ils se disent mais qu'est-ce qu'il fait quoi? Ah, c'est vrai. Mais je Mais pense c'est que pas chez mal nous, de gens, hein, ils ont kiffé. Là. Ouais, ils restent sous la pluie, ouais. Ouais, ils Je les ai restent. vus hier ou avant-hier en sortant du restaurant, ouais. Ouais. Ils sont dehors, ils prennent des vidéos, ils sont choqués eux, de la pluie. Nous on est habitués. Ouais, nous c'est. Mais on déteste il ça. faut ça fait du bien quoi. Mais pas trop longtemps. Parce que tu vois, Ici c'est hier, problématique. ça a fait 2 jours. Non, mais Et. On est passé sur BFM TV et tout Ah ouais? Ah oui, J'ai pas vu. bien sûr. Bah, je regarde plus trop On les est infos. passé dessus. Moi je regarde pas la télé, mais sur les Moi, je réseaux, regarde tu pas. tombes dessus quoi. La télé française, ça fait un moment que je regarde plus. Mm. C'est anxiogène. Franchement, hein, tu regardes la télé française alors que tu es expatrié dans un autre pays, frère, reste en France. Parce que tu gardes le truc, tu vois, tu restes tu regardes ta télé, ça parle des problèmes sociaux, ça parle des guerres, etc. Tu es autant anxieux que si tu étais en France alors que tu es à Alors l'étranger. pourtant t'es ici, ouais. Ouais, moi je regarde pas les infos, Non, après moi ça m'arrive de regarder parce Je que regarde les news, il y a la famille, il y a tout, Twitter on et sait tout. jamais. mais pas BFM. Mais faut sinon arrêter. non, BFM c'est parce que Facebook, je reçois des. C'est comme ça. Ah, moi je regarde pas BFM. Ah si, moi je reçois des petites infos, ouais. Tu sais, tu swipes, Ouais. ok, BFM TV. Oui, bon. Il y a eu les pluies à Dubaï, voilà. Ouais. Mais tu te rends Ça compte veut quand pas dire même, que je vais aller sur la chaîne BFM TV et me taper. La télé française, une heure j'ai plus mis la de télé review, quoi. depuis que je suis là. J'ai Et pas la télé non d'ailleurs, plus. toi, la plus longue période que tu es resté ici sur Dubaï sans rentrer en France, ça a été quoi? C'est 3 ans. Je te parle de ça parce que j'ai envie que il y a une petite anecdote et d'ailleurs je pense qu'il faut que tu dises parce Ouais, qu'au ouais, moins bien sûr. ça peut sauver aussi pas mal de personnes qui ont peut-être des intentions ou même pas que. Parce On va que dire toi, ouais, mais maintenant j'en rigole, ouais. ouais, maintenant t'en rigoles, tu vois. Avant, mais j'en même rigolais pas pas, que, ouais. donc je pense que c'est une anecdote de ta vie que tu devrais raconter. Ouais. Donc pourquoi tu es resté plus de 3 ans ici sur Dubaï sans repartir en France? Alors moi tout simplement, si tu veux, quand j'étais associé avec les personnes avec qui on a commencé ici, au bout de 2 ans on s'est séparés. Il y a eu des hauts et des bas forcément, hein, comme dans tout. Et je me suis retrouvé, alors, je ne vais pas leur cracher dessus non plus, hein, loin de là, sur le dos, mais voilà, il y a des choses qui n'ont pas été réglo sur, on va parler d'argent, sur 2 ans de travail avec énormément de ventes que j'ai effectuées, parce qu'au sein de la société, ils le savent, j'ai quand même vendu plus de véhicules voilà, que mes associés. J'ai récupéré tout simplement, on va parler de chiffres, hein, j'ai récupéré juste 10 000 € en 2 ans. Donc j'ai perdu 2 ans de ma vie dans un pays que je ne connaissais pas, où la vie est quand même plus chère qu'en France. Hein, donc avec 10 000 €, tu vas pas aller bien loin, quoi. Ouais, Tu te avec, poses des avec le mode de vie que Ah, tu avais tu à peux- ce moment-là. Ah, c'était tu pas peux- possible. Ouais, d'accord, ok. Donc là, je retombais vraiment en bas de l'échelle. Ouais. Donc du coup, j'ai pris un hôtel. Vraiment, c'était, je vais pas dire horrible, mais bon, il y avait 100 fois mieux et il y avait très légèrement pire, quoi. Enfin, on était vraiment en bas, quoi. C'était pas évident. Donc je suis resté 3-4 mois dans cet hôtel-là. J'avais pas le choix, hein. Et je voulais pas rentrer en France à me dire j'ai fait 2 ans pour rien, j'ai appris ce métier-là, j'ai appris ça, je sais vendre, je sais comment créer une société, tout ça, mais j'ai pas les moyens financiers de pouvoir rebondir. Donc ouais, vraiment ils m'ont foutu à terre un peu, mais la motivation fait que j'ai repris ma vie en main et j'ai cherché un ancien mécano qui travaille dans un gros garage ici à Umramol, donc c'est à Dubaï, hein, mais c'est un peu plus près de l'aéroport. Ok. Et je suis allé le voir directement, je lui ai dit voilà, tu sais très bien ce que je suis capable de faire, tu as vu que je faisais ça et ça et ça, je sais vendre, je sais. Il m'a dit bah, écoute, je te fais rencontrer un ami à moi qui va peut-être pouvoir t'aider et tu vas pouvoir avancer, quoi, re-avancer. Donc je lui ai dit bah, écoute, avec plaisir. Donc je vais le rencontrer. Cette personne-là, lui c'était un Jordanien, et je lui explique le problème. Je lui dis voilà, j'ai les compétences pour, mais je n'ai pas les moyens de. Donc je lui dis j'ai besoin d'une société et d'un compte bancaire pour pouvoir recevoir des virements étrangers, donc des virements de France, de mes clients français qui me suivront, hein, des clients français qui vont vouloir acheter des véhicules ici à Dubaï. Et il me dit bah, écoute, moi j'ai mon garage, donc partie réparation, peinture,
avec grand plaisir, tu travailles avec moi. Je te mets dans ma société, on va en ouvrir une deuxième, dédiée pour justement l'importation de véhicules. Et puis tes clients feront les paiements directement sur ce compte. Décision compliquée, mais mon ami à moi, j'avais confiance en lui, donc j'avais confiance en ce monsieur-là. Il se passe un an ensemble où ça se passe très bien, il gagne très bien sa vie, je gagne très bien la mienne, je rebondis extrêmement vite et rapidement. J'avais beaucoup de clients de mon ancienne équipe qui avaient décidé de me suivre, avec qui ça se passait très bien. J'avais gardé une bonne entente avec eux, donc ils m'ont donné de la force et du soutien. D'ailleurs, même si un jour ils voient cette vidéo, je les remercie de tout mon cœur pour ça quand même, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu rebondir et c'est eux qui m'ont donné la force de continuer, ainsi que ma famille bien sûr. Mais voilà, ce mec-là, on a fait de l'argent ensemble pendant un an et demi. Et le jour où j'ai vu que j'avais assez pour ouvrir ma société, acheter un garage, prendre mon appartement, acheter une voiture que je voulais, enfin, vraiment pour bien vivre, tout simplement. Pour repartir en fait à Bâle. Voilà. Tu t'étais refait en fait un peu d'argent, etc. Donc avec. Je m'étais très bien refait d'ailleurs en l'espace d'un an et demi, ça avait vraiment bien marché. J'ai toujours eu un peu ce petit, je dirais pas ce don, mais voilà, attirer les personnes pour faire de l'argent avec eux et ça fonctionnait très bien, j'avais des très bons retours. Donc voilà, donc je suis allé le voir un matin et je lui ai dit écoute, je lui ai dit voilà, tu as gagné tant, j'ai gagné tant, à part ouvrir une société et c'est tout, tu n'as rien fait mais tu as gagné énormément, donc tu es content? Oui. Je lui ai dit bah écoute, moi aussi je suis content, voilà, j'aimerais que maintenant je vais partir de mon côté, je vais ouvrir ma société pour créer moi-même mon empire. Toi, je t'ai fait gagner pendant un an et demi énormément de sous, plus ce que tu avais dans ton garage, donc mes voitures, tu les réparais, tu as gagné sur tous les tableaux. Donc je lui dis maintenant, voilà, c'est donnant-donnant, maintenant j'ai envie de prendre mes ailes, enfin je ne sais plus comment on dit l'expression, mais voilà, j'ai envie vraiment de voler de mes propres ailes. De voler de mes propres ailes et de tout créer moi-même, quoi. Et là, le drame, hein, c'est ce que j'aurais pas dû dire. Il m'a clairement dit, écoute, ça va pas se passer comme ça. Moi, Dubaï, je connais, toi, tu connais pas. Les lois, moi, je connais. J'ai des amis derrière la police, j'ai des amis. Il a commencé à me faire peur comme ça en me disant, je vais te bloquer ton ID pendant 2 ans, donc carte d'identité. C'est pas très grave, à la limite, ça, c'était vraiment le moins grave. Ou tu me donnes 500 000 € de suite en cash, et c'est bon, ou je prends 35% de tes mises, de tes wins sur les ventes que tu feras plus tard, donc on signe un contrat, ou je prends 50% de tes réparations ou toutes tes voitures en réparation, en mécanique, peinture. Aucune de ces propositions m'a intéressé forcément. Donc je suis parti, j'ai pris un peu, voilà, je suis parti de mon côté. J'ai réfléchi, j'ai posé des questions. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit là c'est très compliqué parce que tu es à sa merci, parce que tu es dans sa société. Tu n'es pas associé avec lui. Tu es son employé. J'étais employé avec lui. Ah merde. J'étais employé. Mais d'un côté c'est ce qui m'a sauvé la vie, mais ça c'est sauvé la vie. C'est ce qui m'a sauvé la mise. Ça c'est la partie d'après. Donc du coup il s'est passé les 2 ans avec lui. C'était un visa de 3 ans. Donc 2 ans avec lui où j'étais bloqué ici, je pouvais rien faire, je pouvais pas créer de société, voilà, j'étais vraiment bloqué de chez bloqué. Et j'ai trouvé une autre personne française avec qui j'ai exprimé ce problème-là. Et il a ouvert une société, c'est devenu mon ami actuel, bien sûr. Et on s'est mis ensemble. On s'est mis ensemble et je lui ai dit voilà, moi je suis bloqué, je peux me déplacer dans Dubaï, mais je ne peux pas sortir du pays. Voilà, je ne peux pas prendre l'avion, je ne peux pas revoir ma famille, je peux juste les appeler. Et en plus de ça, il m'avait pris aussi des sous sur un compte qu'on avait en commun. Il m'a pris une valeur à 130 000 140 000 €. Ah ouais, quand même. Donc ça m'a refoutu un couteau dans le dos. Donc je suis pas retombé à zéro, mais voilà, c'est ça. C'est encore une fois, c'est des vagues, quoi. Donc du coup, voilà, j'ai été avec cet associé-là, le nouveau, avec qui on a recommencé du business sur le côté, dans les voitures, toujours pareil. J'ai pas lâché ça, vu que je sais que ça fonctionne et que ça fonctionne encore et ça fonctionnera toujours. Donc les 2 ans sont passés, il a refait l'ancien associé, en fait si tu veux, il m'a rebloqué d'1 an en portant plainte contre moi en disant voilà, nanani nanana m'a volé 70 000 €. Incroyable. À la base, il avait fait une première plainte à 1 million d'euros, chose complètement improbable, qui n'est pas passée d'ailleurs en justice. Donc il a refait une plainte, 70 000 € et il a fait des faux documents, parce que moi je l'ai vu quand je
Enfin, j'étais convoqué à la police plus d'une cinquantaine de fois. Je suis passé avec mes avocats, tout ça. On est parti au tribunal, on est parti devant le procureur. Ils m'ont montré les documents. Moi, je savais que c'était faux, tout était faux. Enfin, c'était mal signé. Il n'y a rien qui était concret. Et moi, j'avais mes preuves avec moi. Et heureusement, c'est WhatsApp qui m'a sauvé aussi. J'avais vraiment tout sur WhatsApp. Et ici, quand tu as un problème WhatsApp, c'est vrai que c'est super utile et tu peux t'en servir de preuve. Donc je suis allé directement voir mon avocat, je lui ai dit on va voir le procureur et on imprime et je lui sors tout le WhatsApp, la conversation que j'ai eue avec ce monsieur-là, avec mon ancien associé. Donc 1 an c'est cool, bloqué, c'était entre soit je perds et je paye 70 000 € à mon ancien associé ou 70 000 € à l'État. Parce qu'ici c'est comme ça, si tu as une amende, tu m'as volé 20 000 €, je porte plainte, tu me dois 20 000, si tu perds, plus 20 000 à l'État. Plus les dossiers, plus. D'accord. Donc au final, voilà. Donc je me suis dit, attends, le mec m'a volé 130 000 €, il va pas reprendre 70 000 plus 70 000, donc en gros, voilà, je repère, ça allait te mettre vraiment… je perds 300 000 € comme ça. Donc tu as décidé de poursuivre en fait. Donc je me suis battu avec mon avocat. Et on allait jusqu'au bout et on a prouvé comme quoi vraiment, c'était pas moi le fruit pourri dans l'histoire, hein, c'était vraiment ce mec-là. Et bien là, juste incessamment sous peu, en 2023, le 12 ou le 13 décembre, où j'ai reçu justement le message du procureur comme quoi ça y est, j'étais enfin libre, que sa plainte à lui était annulée pour pas assez de preuves. Et enfin voilà, donc incroyable. Du coup j'ai… En fait sur le coup, tu vois, tu te dis pas, c'est vrai. Toi, tu te dis, tu vas à l'aéroport, tu prends l'avion, tu sors. Mais non, tu vas à l'aéroport, tu prends l'avion, mais non, ils viennent te chercher. Tu passes ton passeport. Justement, c'est ce qui m'est arrivé quand le 21 décembre 2023, je suis rentré sur Bordeaux. J'avais encore peur, même si je sais que j'étais débloqué sur la documentation que j'ai reçue, j'avais peur effectivement d'aller à l'aéroport et de me dire, est-ce qu'ils vont me mettre les pinces, est-ce qu'ils vont me bloquer encore, est-ce qu'il y a… En 3 ans, tu sais, tu ressasses trop là-dessus, tu as peur d'aller en prison, tu as peur de… Voilà, tu as tellement de choses et tellement de facilité d'y rentrer ici que tu te dis, c'est mort, quoi. En fait, ici, c'est tellement carré, ils prennent tellement zéro risque, etc. que voilà, que la sécurité est tellement dans un niveau très élevé que voilà, n'importe qui peut aller en prison très rapidement pour, comme tu me l'as dit une fois, tu mets un fuck à quelqu'un en voiture, il prend une photo de toi ou machin, il s'est prouvé, ils sont 2-3 personnes à prouver que tu as mal parlé ou que tu as insulté ou peu importe. Tu prends 20 jours, 30 jours, 40 jours. C'est comme ça. C'est comme ça. Exactement. Donc d'un côté c'est bien, au moins ça dissuade les gens. Effectivement, c'est ce qui fait que le respect ici il est énorme. Exactement. Mais dans le business, il faut toujours se méfier, que ce soit à Dubaï ou ailleurs. Toi tu as faut toujours se méfier. Tu as une expérience là qui était assez… J'ai passé le passeport, ça a été rouge. Et au final ils m'ont dit non, vous inquiétez pas, c'est le temps que les dossiers se mettent à jour, mais vous pouvez rentrer en France et revenir avec grand plaisir. Donc la morale, c'est faut faire attention avec qui tu t'associes et toujours. Et ici à Dubaï, vraiment être carré. Carré. Et le plus important, c'est que vous soyez maître de vos documents, de ton ID, donc ta résidence. Yes. Faut que tu gères ça. Faut que ce soit toi qui t'occupes de tout ça pour toi, qu'il n'y ait pas quelqu'un au-dessus qui puisse te contrôler si jamais il se passe quoi que ce soit. Tu veux dire parce que si un jour tu veux te séparer… si tu as une personne comme tu as fait, quoi, hein, si tu as une personne qui la société elle est à lui et qui t'emploie dans cette société, etc., il peut te mettre dans la merde rapidement pour rien, quoi. Exactement. Alors, je dis pas d'éviter, mais faites attention. Oui, faut faire attention avec qui vous vous lancez, ça peut aller très vite, quoi. Donc, j'avais des petites interrogations par rapport au business que tu fais là actuellement. En fait, je suis nous, pour tout dire, en fait, on s'est connus il y a 2 ans et demi, quand j'avais un client qui cherchait un Jeep Wrangler. Et je suis venu te voir directement parce que ce client-là m'a dit, c'était même pas un client, c'était
des amis avec qui on devait lancer un business nous aussi en France. On devait vendre, se spécialiser dans les Jeep Wrangler en France. Ouais. C'était déjà il y a 2 ans et demi. On s'était rendez-vous au Cannes à Café. Cannes à Café, on s'est vu au Cannes à Café, Ouais. on a discuté et tout. Je m'en souviens. Et ben moi, voilà, j'étais très, très surpris par ce que tu faisais. Ce que tu faisais et tout, pour moi ça paraît quelque chose de très compliqué de faire du business comme tu le fais, tu vois, vendre de voitures, envoyer des voitures, les conteneurs, les machins, pour moi c'est un truc, c'est très dur, tu vois, mais on avait vu ce delta entre les Jeep Wrangler ici à Dubaï et en France, il y avait une très grosse marge, et c'est d'ailleurs pourquoi avec mes amis associés de l'époque, on avait décidé de lancer ce business-là. Donc on t'avait acheté un Jeep Wrangler. C'est ça, ouais. Bon, pas moi personnellement avec mon argent, mais c'est la personne avec qui… moi j'ai été plutôt la personne qui ait mis en lien Ouais. la personne. Enfin, Ouais, voilà. t'étais au milieu et toi, Exactement. Donc sur ce deal-là, je devais prendre une commission sur la vente, etc. Et voilà. Et toi… On en parle? Non, on n'en parle pas, Bon. mais bon, ça c'est autre chose. Ouais, c'est réglé, c'est autre chose. Et du coup, à ce moment-là, je me suis posé cette question, je me suis dit, mais le business que Bardel fait, c'est une chose, c'est une chose qui dépasse un peu mes compétences, etc. Comment je peux faire un business avec lui? Moi, c'était ma question de l'époque. Comment je peux faire un business avec Bardel, mais sans avoir à gérer toute la partie que je connais pas du tout en fait, tu vois. Donc l'importation, chercher les véhicules ici, avoir une personne qui puisse checker les véhicules, etc. C'était vraiment la problématique, tu vois. Mais toi, tu voulais injecter un peu d'argent et… Exactement, je voulais qu'on trouve les voitures et voilà, laisser le professionnel faire et qu'on se retrouve nous en France à prendre La meilleure partie, on est d'accord. la meilleure partie, tu vois. Et je voulais te poser une question par rapport à ça. Donc toi, tu fais ça pour toi en fait. Donc de base, tu as commencé à faire ça pour toi. Ouais. Et c'est quand que tu t'es posé la question que tu as un autre business model en fait qui est clair. C'est que tu peux aider des personnes à faire exactement ce que tu fais. Mais vu que toi, tu es sur place et que tu as tout le process, que tu as tous les contacts en France, etc. En fait, quand cette question, quand est-ce que cette réponse à cette problématique t'est venue? En fait, comment t'es arrivé à ce truc dans ta tête à te dire bon, je vais accompagner des personnes qui souhaitent faire ce business-là, qui eux sont en France. Moi, je suis pas en France, je suis à Dubaï. Mais eux, forcément, ils ont besoin d'une personne ici, ils ont besoin d'un accompagnement, etc. Comment tu t'es posé cette question-là alors que toi, justement, tu gagnes de l'argent grâce à des personnes, ventes, ouais. à tes ventes, ouais. Eh bien, je parlais avec un ami il y a 1 mois et demi, 2 mois, même peut-être 3. Donc on parlait de ses projets, de mes projets, et il a rétorqué quelque chose qui effectivement m'a fait tilt. Et il m'a dit mais pourquoi donc oui, ton business il tourne et tout, c'est bien, tu gagnes et tout, mais tu travailles beaucoup, tu as beaucoup de choses à gérer, c'est pas évident au bout d'un moment quand tu as beaucoup de clients. Il me dit mais pourquoi tu ne te retournerais pas vers les réseaux sociaux et tu ne proposerais pas un accompagnement pour que les gens puissent eux-mêmes acheter leur véhicule avec une équipe de confiance ici, donc que tu puisses te décharger un petit peu, respirer, profiter et mettre une équipe en place qui vont pouvoir faire le même boulot que toi et gérer des personnes qui n'ont peut-être pas forcément les mêmes moyens de pouvoir payer une commission sur chaque véhicule que toi tu vas vendre, en parlant de moi. Et il m'a dit ça comme ça et finalement le soir c'est vrai quand je suis rentré je me suis posé des questions et je me suis dit c'est vrai que l'idée est bonne, ça va être du boulot, c'est sûr. Les réseaux sociaux à part Facebook, je n'étais pas trop dessus, on va pas se mentir, je n'étais pas sur Insta, tout ça, YouTube, TikTok à l'heure d'aujourd'hui. Et je me suis aperçu effectivement qu'il y avait un très fort potentiel là-dessus. Et je me suis dit pourquoi pas se lancer effectivement dans de l'accompagnement pour que les gens puissent faire la même chose que moi en ayant déjà
en évitant pour eux de perdre 5 ans sur les recherches pour avoir les mêmes contacts que j'ai. Et pourquoi pas moi leur offrir sur un plateau mes contacts de 50, 6 ans de travail, on va dire acharné parce qu'il faut le dire, dans ce métier-là, pour un moindre prix, un moindre coût. Donc, pour leur faciliter en fait dans leur… Qu'ils puissent voilà, faire la même chose en ayant les contacts directement sans se prendre la tête à chercher. Et s'ils veulent demain, après-demain, vendre des véhicules, ils peuvent parce qu'ils ont déjà les contacts et ils savent que ça fonctionne parce que j'ai déjà fait ce travail-là, quoi, et j'ai déjà exploré ça et j'ai mis ça en place, quoi, pour eux, tout simplement. Ouais. Donc du coup, ces personnes-là qui seraient intéressées pour être accompagnées par toi, pour connaître vraiment l'envers du décor de ton business et apprendre à faire vraiment ce que tu fais. Toi, en fait, tu vois, en plus, tu as plein de personnes sur Internet qui vont te dire « mais je comprends pas, pourquoi si toi ça marche, pourquoi tu donnes… » Tu sais, c'est typique. Mais j'en ai reçu. Tu as des personnes, même c'est dans toutes les formations, tu vois. Par exemple, dans n'importe quelle formation ou accompagnement, les gens, la première chose qu'ils vont se dire, ils vont penser que c'est une arnaque ou quoi. Ils vont se dire, mais attends, mais si ça marche, pourquoi lui, il donne la solution alors que lui, s'il le fait lui-même, il va gagner de l'argent. Les gens ne comprennent pas que le monde, il est vaste, tu vois, et que toi, tu peux pas vendre 100 000 voitures par mois, tu vois. Ah non, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'es rendu compte qu'il y avait de la demande. À partir de 25-30 véhicules, c'est là que je me suis dit, allez, stop, je peux pas. Ouais. Oui, je gagne très bien, c'est sûr et certain, mais je vis plus, quoi. Ouais, c'était vraiment, c'était infernal. Ouais. J'arrêtais pas du matin au soir, je tournais les clients à pas d'heure. Donc là, en fait, tu permets aux gens de gagner de l'argent comme toi tu fais, mais se décharger de la partie présentielle ici sur Dubaï et les contacts, etc. Parce que les contacts, c'est pas gratuit, hein, faut se dire la vérité. Et toi aussi, ça te permet aussi, du coup, de faire moins de ventes dans ton business. Toi, en fait, même si tu fais moins de ventes, de toute façon, tu vas avoir les personnes que tu accompagnes qui, eux, vont faire des ventes et ça va se répercuter aussi sur ton business. Oui, bien sûr. Parce que déjà, tu les accompagnes, donc tu leur vends un service d'accompagnement. Donc voilà, c'est pas comme si tu leur donnais tout gratuit, donc tu leur vends. Et en plus de ça, eux, ils vont quand même avoir besoin de tes conseils et ils vont avoir besoin de ta mise à disposition de certains trucs ici pour aller checker des voitures, etc. Bien sûr, bien sûr. Donc je trouve que c'est, pour moi, pour moi c'est la meilleure que tu peux faire en fait. C'est comme si tu déléguais une partie de ton travail, mais que tu gagnais autant d'argent, voire peut-être plus, tu vois. Donc, mais je t'explique pourquoi aussi, du coup, ça reste une bonne idée là-dessus, et que les gens, ça peut être que intéressant pour eux. J'ai beaucoup de clients avec qui je vends 30-40 voitures par an, donc des pros, même des particuliers, mais bon, ça c'est autre chose. Mais voilà, un pro qui va me prendre 40 voitures, admettons, à 2000 € de commission, tu fais le calcul, voilà, à la fin de l'année, ça 80 000 € de véhicules. 80 000 €, ça reste un chiffre. De commission, pour lui. Ouais. De commission, ouais, bien sûr. C'est 2 voitures, quoi. Exactement, ouais. C'est deux Jeep Wrangler 2000… Ouais, de 2017, 2018, ouais. Incroyable. À partir d'ici, hein. Ouais. Toujours pareil, en France c'est plus cher. Mais pourquoi pas proposer à ces pros-là qui me disent ouais mais Jordan au bout d'un moment c'est cher. C'est cher, tu m'as compris? Ouais. C'est cher et tout ça, donc du coup pourquoi moi je te paierais alors que je prends 40 véhicules, je te paierais à chaque fois 2000 € par voiture. Arrange-moi s'il te plaît, ou fais-moi, je sais pas, sur 5 véhicules, un véhicule gratuit. Ou, moi je lui ai fait comprendre que non, c'est pas possible, je peux pas me permettre, même si parce que tu travailles, je gagne ma vie, ok, mais à Dubaï, c'est pas les mêmes, voilà, tu vis, il faut avoir beaucoup plus bien sûr pour vivre ici, bien entendu, mais je lui dis ça reste du boulot, je peux pas me permettre de faire ça, donc oui je peux baisser un peu la culotte comme on dit et t'enlever 200, 300, 400 € par véhicule de temps en temps, il n'y a pas de souci, mais voilà. Et effectivement là, en l'occurrence, je vends quelque chose qui va coûter donc un accompagnement à 2500 € à vie. Donc tu as mes contacts à vie, tu as une équipe ici sur place qui vont gérer tous tes véhicules, toutes tes démarches administratives, que ce soit pour ici ou pour la France, et t'envoyer tes véhicules en France
sans te prendre la tête, sans avoir de soucis, sans te dire est-ce que c'est parti, est-ce que ça part pas. Pas besoin parce que tu recevras des messages de cette équipe qui vont te dire Pas voilà, besoin de en te temps et en heure, déplacer. ça arrive, c'est fait, les documents, les ci, les là. Voilà, vraiment quelque chose en place. Et ils vont préférer, je pense, prendre l'accompagnement à 2 500 € et payer une commission, forcément parce que l'équipe qui sera ici, ça reste du travail qu'ils font, donc il faut aussi qu'ils soient payés. Donc ils seront rémunérés, mais Aux prestations moins cher d'accord. que ce que moi je proposais. D'accord. On va être sur du 1 000 €, on divise par 2 directement. On va être sur du 1 000 € pour le véhicule, leur commission, le check-up et la documentation. Et il y a aussi, tu m'as dit, des possibilités que, en fait, que toi, justement, par rapport aux homologations, tu vas faire en sorte que ton équipe, elle gagne plus de temps. Exactement. Donc ça, justement, j'allais en venir. D'accord. Donc c'est très bien que tu en parles. On va mettre en place la pré-homologation. Voilà, c'est vraiment un des points les plus importants, c'est l'homologation dans ce métier-là, dans l'import. Parce que acheter un véhicule, l'envoyer, je vais dire c'est facile parce que moi je connais, mais le plus dur c'est l'homologation. Il faut vraiment avoir ce contact-là, c'est le plus important, c'est lui qui te fait la réussite de ton business. C'est-à-dire que le véhicule il part, ok ça arrive en France, mais si personne ne sait gérer la documentation, le véhicule ne roule pas, tu perds tout le monde. Le véhicule il arrive, c'est homologué rapidement, tu roules, tu gagnes tout le monde. Voilà, donc ça c'est vraiment, ce mec-là c'est le plus important, ce contact-là est vraiment très important. Donc en fait, la différence entre la pré-homologation et l'homologation normale. Oui, l'homologation en France, c'est un gain de temps énorme. Homologation basique en France, normale, on va être entre, je dirais, 6 semaines, 8 semaines et 12 semaines à peu près. Un homologateur, mon homologateur, un homologateur qui ne connaît pas trop le boulot, c'est plus 12 à 18 semaines. Ah ouais. Voilà, et j'en connais, ça faisait pendant 1 an, la voiture jamais homologuée. Bref. Donc du coup, la pré-homologation, ça va te faire gagner énormément de temps. Hein. Quand le véhicule va arriver, il sera déjà préparé en termes de modification. Il n'y aura plus que les rendez-vous à faire, donc la drill du TAC, par le partenaire de cette équipe. Et du coup, ça gagne, on gagne combien de temps Justement, j'allais en venir. Ah, okay. On gagne entre 1 et 4 semaines maximum de délai pour homologuer le véhicule en France. Incroyable. Donc un mois maximum. Ah ouais. Donc c'est un gain de temps. Tu gagnes plus ou moins 1 mois et demi. Ah oui, facile. D'accord. Ah, oui. Et sachant que ici, vu que le véhicule il est ici et qu'il est en attente de, comme tu m'avais expliqué, il est en attente d'envoi. Donc ce temps-là, il n'est pas perdu en fait, parce qu'ils font la pré-homologation. Ils vont le garder 2 semaines maximum. D'accord, voilà, tu vois. C'est-à-dire que le véhicule, ils reçoivent le virement du client, ils achètent le véhicule, ils le mettent au nom du client, ils startent la préparation. En plus ici, ils ont toutes les pièces rapidement, s'ils ils doivent changer une pièce pour l'homologation. Ça c'est incroyable. Ils ont tout sur place, le garage, tout, donc forcément c'est plus simple. Le véhicule il part, il est prêt en soi. Yes. C'est juste qu'il doit aller faire ses petits rendez-vous. Ouais. Tu vois, il fait son rendez-vous, c'est validé, rendez-vous validé. Et let's go, le client il récupère son véhicule avec les clés, il démarre. Incroyable. Donc il y a un gain de temps déjà pas possible et aussi un gain d'argent parce que c'est ça. Les pièces, j'imagine en France, s'il y a un truc à changer. L'homologation, ça coûte quoi en France? On est sur du 5 000, 5 500 suivant les véhicules. Ouais. Les véhicules style un peu Maserati, Ferrari, tout ça, on va être au-dessus de 7 000 € à peu près. D'accord. Ça dépend des véhicules, toujours pareil. Et ici, il y a un changement ou... Ici, non, en termes de prix, on va être quasiment sur le même prix. D'accord. Mais on va vraiment gagner sur le temps. D'accord, ouais. Donc, voilà. Donc tu gagnes quand même... c'est comme si tu gagnais dans le prix aussi. Au final, oui, parce que tu peux faire augmenter ton business beaucoup plus rapidement. Ouais, tu peux, tu peux commander plus de voitures. Je veux dire, ta trésorerie, elle reste bloquée 1 mois et demi de moins, voire 2 mois de moins. C'est moins long. Donc, okay. Tu reçois, tu comptes 4 semaines, tu peux vendre ton véhicule. Tu peux me donner un peu un vrai exemple, un cas pratique, par exemple, d'un véhicule que je pense qu'ils aiment bien savoir vraiment avec des images, des chiffres précis, etc. Mais d'un véhicule disponible ici et en revente sur le marché français. Combien de temps ça prenait jusqu'à présent, combien de temps ça va prendre maintenant et le gain d'argent concrètement que tu vas avoir sur une vente quoi, pour les personnes qui souhaiteraient faire ce business-là. Donc une marque, Ford par exemple, les pick-up parce que c'est quand même quelque chose qui marche énormément, que ce soit pour du particulier ou du pro, donc j'ai énormément de demandes là-dessus.
Un Ford F-150, admettons, donc on reçoit le virement du client. Là, on va faire la pré-homologation ici, donc c'est-à-dire qu'on va s'assurer qu'il soit le plus d'origine possible, que ce soit surtout au niveau des catalyseurs, des rétros, au niveau de l'éclairage, que ce soit à l'arrière, les clignotants, tout ça. Il faut que ce soit comme en France, donc orange et tout. Quand tu freines, que ce soit bien rouge. Voilà, il faut vraiment vérifier cette partie-là, qui est importante. Le CO2 qui sera vérifié ici, hein, les émissions de gaz et tout ça. Toutes ces vérifications-là seront effectuées et réglées ici. Ça partira en France directement. Et tu auras en gros de 1 à 4 semaines pour homologuer ce véhicule-là. Et ça t'évite en fait de perdre du temps sur cette marge. C'est-à-dire qu'entre temps, le marché peut toujours descendre et monter dans les véhicules, c'est toujours comme ça. Donc sur un pick-up comme ça, on va dire de 2013, admettons, moins de 100 000 km, on va être sur du 32-33 000 euros arrivé en France. Et pour une valeur à 39 000, 40 000 euros maximum sur ce véhicule-là. Et ça t'évite de perdre du temps sur l'homologation, donc que le marché bouge et que tu perdes un peu en plus-value. C'est arrivé à l'époque où justement on faisait des homologations basiques, on va dire, entre guillemets, en France. Et le mec recevait son véhicule et malheureusement la marge descendait un petit peu. Donc il devait attendre, donc il perdait du temps, il ne pouvait pas réinvestir son argent. Il attendait que les prix remontent pour revendre, il revendait, il faisait sa plus-value et il reprenait le véhicule. Donc c'était plus long. Mais voilà, à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus rapide. Tu reçois, le prix du marché ne bouge pas en un mois, il ne faut pas non plus. Voilà. Tu reçois le véhicule, c'est homologué, le papier, tu vends, tu reprends, tu vends. Et c'est comme ça que tu fais beaucoup plus de chiffres. C'est vraiment des problèmes où moi, tous mes clients me disaient putain, Jordan, putain, bordel, le plus long, c'était vraiment l'homologation. C'est le problème. C'est ça quoi, si ça mettrait un mois au lieu de mettre 2 mois ou 3 mois, je t'en prendrais 10, tu vois. Et donc à l'heure où j'ai trouvé justement la pré-homologation, effectivement, mais ils en ont pris beaucoup plus. T'as des concurrents directs qui font ça ou pas? Alors moi j'en suis un, je le vois, je peux en parler, on peut dire son prénom, Joe Cars. De ce que je vois et de ce que je suis, il y a beaucoup de choses. Ok, il y a beaucoup de choses pour moi qui ne me semblent pas tout à fait logiques. Je ne suis pas là pour non plus cracher sur son boulot, son business. Il y a peut-être des choses qu'il fait qui sont bien. Mais voilà, j'ai un peu exploré ce qu'il fait, ce qu'il présente et tout. En termes de qualité et de présentation, tu vois, par exemple, il y a une Mercedes, c'est un exemple, que j'ai vu en story il n'y a pas très longtemps de ça, une C63 MG justement, grise, intérieur rouge, donc intérieur refait, hein, pas d'origine. 30 000 euros arrivé en France. 2009, 120 ou 130 000 km. Faut savoir que ce véhicule-là, je l'ai vu il y a 5-6 mois en arrière. Je connais le showroom, je connais le vendeur, c'est un ami à moi. Elle avait plus de 200 000 km au compteur. Tu ouvres le capot, même quelqu'un de lambda ne l'achète pas juste en voyant le moteur. Ça a claqué dans tous les sens, ça a été rouvert. Il y a sûrement dû avoir un joint de culasse. Enfin bref. Et il marquait très bonne affaire, 30 000 euros à saisir. Vous pouvez faire 8-9 000 euros de plus sur ce véhicule-là. Et ça, le problème, c'est qu'à cause de ces gens-là, donc encore une fois, c'est pas que je critique, mais à cause de ces gens-là, les gens disent à cause Dubaï. de l'incompétence peut-être. L'incompétence, et ils s'en moquent, quoi. Et ce qu'ils veulent, c'est récupérer de l'argent sans se soucier de ce qui se passe après, quoi. Et à cause de ces gens-là, les gens disent Dubaï, il y a des voitures qui sont comme ça, il y a des voitures qui sont pas bien. Voilà. Et ça, c'est à cause des gens comme ça, en fait, la publicité mauvaise sur l'automobile à Dubaï. Mais je peux te garantir et t'assurer qu'il y a des très bonnes affaires à faire. Il faut juste avoir les bons contacts. Voilà, donc ce mec-là, ouais, je le suis. Il prend de la plus-value, certes, mais tu vois, j'ai eu par exemple un client qui m'a contacté il y a 3 jours. Il est ici, hein, justement, il est venu ici pour rencontrer ce fameux Joe Cars. Et il lui a demandé, voilà, est-ce que je peux rencontrer votre mécano, votre garage, pour voir un peu comment ça fonctionne. Et donc là, je te raconte ce qu'un client m'a raconté. Il m'a contacté il y a 2-3 jours. Et il me dit, ben voilà, j'ai demandé à Joe Cars, mais chaque fois que je lui pose une question là-dessus, il esquive. Apparemment, son mécano ne souhaite pas me rencontrer. Il ne veut pas me montrer ses locaux. À chaque fois, il détourne les questions, donc je ne comprends pas pourquoi. Ça ne me semble pas sérieux. Il me dit même la première fois qu'il a pris un rendez-vous sur son calendrier, au bout de 2-3 jours, je n'ai pas eu de réponse. Alors pourtant, j'avais pris une réservation le jour même, dans les 2 heures qui suivaient.
il n'a pas eu de message ni de contact back. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis arnaque sur Instagram. Et là, Joker, bizarrement, il lui a envoyé un message. Non, on était occupés, blablabla. Donc ce mec-là, d'ailleurs, je dois le rencontrer justement là, fin de semaine. Il n'a plus du tout envie de passer avec lui, mais il aimerait me rencontrer moi pour comprendre pourquoi moi et pas lui, quoi, tout simplement. Mais, en parlant de contact, je fais le pont directement. Est-ce que Dubaï, ça t'a permis d'avoir beaucoup de contacts? Énormément, énormément. Le monde automobile, à l'heure d'aujourd'hui, c'est très vaste, très grand, et il y a beaucoup de contacts effectivement à se faire dans ce milieu-là. J'ai trouvé des contacts dans l'immobilier, j'ai trouvé des contacts dans la restauration, j'ai trouvé des contacts dans le marketing, voilà, et ça m'a ouvert des portes, ça m'a ouvert énormément de choses, et je sais que si un jour j'ai besoin, un exemple d'un avocat d'un tel pays, mais je sais que j'ai cette personne-là. Si j'ai besoin d'un banquier pour vraiment investir avec lui correct, je sais que je connais cette personne-là. Vraiment, ça t'ouvre des portes, vraiment surtout. Et même en France, je pense que les clients qui t'ont appelé, on peut dire que c'est des contacts. S'ils sont contents de toi, etc., après tu restes… La plupart m'ont dit, si un jour tu viens en France, tu passes nous voir à la maison, tu viens manger, boire un coup ensemble, n'hésite pas, il n'y a pas de souci. J'en ai en Guadeloupe qui m'ont contacté, qui m'ont dit, le jour où tu passes en Guadeloupe, tu payes rien, on t'invite, tu viens. Ah, c'est gentil. Tu passes la semaine gratuite avec nous. C'est vraiment le monde de l'automobile. Pour moi, ça m'a permis vraiment de réussir là-dedans et d'avoir énormément de contacts. C'est ça, le monde de l'automobile, tu vas vraiment rencontrer des personnes de n'importe quel bord. Milieu. Tu peux rencontrer des médecins, tu peux rencontrer des avocats, tu peux rencontrer des gros businessmen, tu peux rencontrer des personnes qui qui sont salariés pour tel ou tel groupe. En fait, tu vas rencontrer tellement plein de personnes différentes. Parce que tout le monde s'achète des véhicules. Exact, c'est ça. C'est un lien direct. C'est ça, tout à fait. Mais non, ça ouvre des très grandes portes. Ça, et genre, du coup, aussi à Dubaï, tu as fait des rencontres aussi d'entrepreneurs. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais justement, nous, on a une équipe où on joue au foot, avec toi aussi, mais ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes aussi, justement, qui sont aussi dans un milieu différent du mien, mais qui sont dans du business marketing et tout ça. Et que ça t'apporte… Ça m'apporte des solutions. Quand j'ai une question que je ne connais pas et que je sais que c'est leur domaine, je leur demande et on s'entraide comme ça. Et si eux, ils ont un problème mécanique sur une voiture, « Allô, bordel, t'as un garage, envoie ta voiture, t'inquiète. » Enfin voilà, tu vois, c'est des arrangements un peu… Heureusement, un peu comme ça. Arrangements. On a la même pensée. Vu qu'on est aussi sur ta chaîne, si tu as des questions à me poser, tu peux y aller, tu vois. Moi, je voulais savoir pourquoi tu t'es lancé dans les réseaux sociaux comme ça, dans ce business-là. Pourquoi ce business-là actuel que tu fais là, donc tu vas nous expliquer aussi. Le business du monde digital. Voilà. Mais pourquoi ce boulot-là, ce business-là, et pas un autre? Moi, de base, je suis dans le business physique. J'ai une pizzeria que j'ai montée en France il y a une dizaine d'années. D'accord. Et donc du coup, vu que j'ai toujours voulu partir à l'aventure dans d'autres pays et m'expatrier dans d'autres pays, j'ai toujours eu ce truc-là. Il faut que je fasse un business qui me permette d'être dans ma chambre, dans un bureau, dans ma chambre. En fait, je voulais toujours travailler avec mon ordinateur et c'est tout. Une connexion internet et mon ordinateur. J'ouvrais des sites e-commerce, j'ai fait de l'Amazon en fait, FBA, je vendais des choses sur Amazon. C'est pas un business game changer qui a changé complètement ma vie au point de vue argent, mais point de vue mindset, ça a complètement changé mon état d'esprit sur ma manière de bosser, comme je disais, comment je veux faire, où je veux, j'ai envie de bosser. Oui, ça t'a ouvert les yeux sur plein d'autres choses. Donc après, j'ai fait d'autres business en 2019, 2020, et c'est là où vraiment j'ai commencé en 2020 à me projeter sur faire des choses online, parce que je voulais plus dépendre d'un endroit fixe, et c'est là que j'ai commencé à faire
des business en rapport avec les réseaux sociaux et tout ça. Donc c'est ce qui m'a apporté aussi à ouvrir mon agence sur les réseaux sociaux, dans le personal branding. D'accord. Et également à faire mon studio de jeux vidéo et de création de métaverse que j'ai créé il y a maintenant 2 ans. Très beau projet d'ailleurs. C'est un projet plus long terme. C'est magnifique, c'est vrai. C'est un projet plus long terme que ce qu'on pense, parce que pour créer un métaverse ou un jeu vidéo, ça demande beaucoup de ressources, c'est plus sur du long terme, donc bon, on ne gagne pas énormément d'argent avec. Ce qu'on gagne en argent quand on crée des petits projets pour des sociétés, on va le réinvestir sur notre projet à nous. J'ai ouvert d'autres concepts ici sur Dubaï. J'ai ouvert une Dark Kitchen qui m'a permis aussi de voir un peu l'envers du décor sur la restauration ici à Dubaï. Ça m'a énormément ouvert les yeux sur ce marché-là. Une Dark Kitchen, c'est spécialisé dans quoi? Alors une Dark Kitchen, c'est donc en fait on a pris une cuisine en location. Donc ici sur Dubaï, en fait, il y a des grandes cuisines qui sont partagées. D'accord. Donc ils font des petits 15-16 mètres carrés à chaque personne. D'accord. Et toi, tu prends place dans cette cuisine. Donc tu amènes ton four, enfin tout ce qu'il te faut pour cuisiner. Et par contre, tes clients, tu les as pas en présentiel, tu les as pas en dine-in. Donc ils viennent pas manger chez toi sur place, mais à emporter commande sur les plateformes de livraison telles comme Deliveroo, Uber Eats, Careem, etc. Et donc nous, avec cette cuisine-là, c'est un peu illimité. On peut faire plein de concepts, essayer plein de concepts. Donc nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on créait des marques. Donc en l'occurrence, la première marque qu'on a fait, c'est une marque de burger. Donc on a créé une marque de burger. On a fait en sorte qu'elle soit très visible sur les réseaux sociaux, et on a fait un marketing assez puissant pour avoir des clients immédiats. Grâce à tes capacités de faire ça. Exactement. Exactement. Je me suis servi en fait de mes skills dans le digital, dans le online, dans le marketing, pour montrer mon business de burger, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait dans la Dark Kitchen. Là aujourd'hui, j'ai revendu notre marque de burger, et également notre cuisine, parce qu'on a testé plusieurs concepts. On a énormément travaillé sur le marché des Émirats. On a vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, donc ça nous a permis de savoir ce qui se fait ici, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Bien sûr. Et également, pour ma part, vu que j'ai créé pas mal de concepts et que je sais les créer assez facilement maintenant, j'en crée un en France qui va ouvrir dans ma pizzeria. Donc je crée un concept qui ouvrira bientôt. Il faut aller goûter, c'est où? C'est des burgers, c'est à Annonay. Annonay? Ouais. D'accord. Donc, c'est des burgers qu'on va faire justement dans notre pizzeria. Et ce marché-là de la Dark Kitchen en France, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en France, c'est sous-coté de fou, tu vois. D'accord. En France, tu peux ouvrir une Dark Kitchen pour un budget plus bas, bien sûr, qu'un commerce lambda, genre acheter tes cuisines, faire un gros restaurant, etc. Ça peut vite te coûter plus de 100 000 euros, tu vois. Beaucoup plus En Dark Kitchen, tu peux tester énormément de choses, tu peux tester énormément de marques dans une petite cuisine, et faut juste être fort dans le marketing et montrer ta marque, ton univers, et connecter tes clients avec ce que tu fais pour leur donner envie de commander chez toi, tu vois. Et en fait, ça m'a débloqué beaucoup de choses dans ma tête, à me dire que tu pouvais tester un marché, tu pouvais tester un concept très rapidement en fait. Avec les réseaux sociaux, etc., tu peux le tester, tu peux faire un genre de MVP, tu vois. Donc un MVP, c'est un minimum viable product, pour
tester ton marché et voir si ça marche. Si ça marche, si tu attires déjà les voilà, gens si avant t'attires de des gens, sortir exactement. tout ça, quoi. Si ça marche, forcément, il faut un petit peu investir Bien sûr. dans la dark kitchen parce que c'est pas comme dans l'e-commerce où tu fais du drop, tu vois, dropshipping, tu investis un site internet, etc. Tu mets en lien, tu vois si ton produit il marche, tes pubs elles marchent. Tu peux décider d'investir, tu vois. Ouais, Dans la dark kitchen, c'est pas pareil. Il faut que tu investisses un peu plus. Forcément, il y a une barrière à l'entrée qui est un peu plus haute. Mais quand tu chopes un concept et que tu as tes clients, que tu sens que ton concept il peut marcher, etc., que ta marque elle plaît un minimum, tu as testé ton truc et après tu peux facilement réinvestir derrière parce que tu sais que ça va marcher. D'accord. Donc voilà, là ce que je fais, c'est un peu dans ce domaine-là. Je suis dans la restauration parce que je suis passionné par la restauration parce que j'en ai fait, ça a été mon premier business. D'accord, ok. Mais je suis aussi très passionné par le digital, par le marketing. Ouais. Je me rends compte qu'en fait, tout se passe en ligne, tu vois. Je me rends compte que c'est ce qu'il faut développer. Futur, tout simplement. On est dans le futur, c'est aujourd'hui le futur, tu vois. Et celui qui ne se met pas dans ce segment-là, que ce soit pour son business physique ou pour son business online, de toute façon c'est mort. Business online, si tu n'es pas bon en marketing, tu es foutu. Mais dans le business physique, c'est très sous-coté aussi en France. Toutes les personnes qui ont des business, que ce soit des établissements dans la restauration, des petits street food, des business, je sais pas moi, laverie, peu importe le business, qu'il soit physique, si tu te mets pas à la page, tu te mets pas en ligne sur les réseaux sociaux et que tu développes pas ta présence en ligne et ton marketing, crois-moi que tu feras pas long feu, tu vois. Ouais. Maintenant, c'est impossible, ça va devenir impossible dans les années qui arrivent. Faut être. Et puis on le remarque de toute façon de plus en plus, hein, c'est ce qui arrive de plus en plus. Les gens se lancent sur les réseaux et c'est comme ça justement qu'ils Exactement. Toi, par exemple, projet. qu'est-ce qui t'a permis, il y a 5 ans en arrière, de vendre des voitures? Ok, tu as fait le truc traditionnel, appeler les gens, etc. C'était le BABA, mais ça c'était avant effectivement. Tu vois? Mais Facebook m'a lancé, le réseau Tu vois ce que je veux dire? social Facebook m'a lancé, quoi. Donc si tu n'aurais pas eu une bonne présence en ligne et que tu n'aurais pas développé ta présence en ligne, j'aurais pas décollé comme j'ai décollé. Tu n'aurais pas décollé comme tu l'as fait. Ouais. Et là, je pense que tu t'en rends compte encore un peu plus, même aujourd'hui, Bien sûr, que la présence, elle est le fait de me lancer plus sur les réseaux et de vouloir proposer mon accompagnement justement, où je sais que c'est quelque chose où les gens vont réussir là-dedans si vraiment ils s'y mettent, et il faut être motivé, mais c'est les réseaux, c'est ce qui te fait monter. Ouais, ça te fait monter en flèche, quoi. Exactement, ouais. Ouais, tous les jours, tu vois, j'ai 5, 6, une dizaine de messages à peu près. D'accord, qui te du demandent matin au soir, qui me parlent juste pour j'aimerais faire le même métier, ou qui me posent des questions sur Dubaï, tout ça, mais en lien avec l'accompagnement. Moi, je sais que justement, l'accompagnement, il devrait sortir, je pense, d'ici 1 ou 2 semaines à peu près à l'heure d'aujourd'hui. Mais voilà, comme on a pu discuter, faire du one-to-one à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce que je peux faire avec les clients. J'en ai quelques-uns justement qui ont signé, tout ça, ils sont intéressés. Donc, que tu accompagnes en fait en direct au téléphone. C'est ça, voilà. À l'heure d'aujourd'hui, ils peuvent m'appeler tous les jours, à n'importe quelle heure. Sauf quand j'ai des rendez-vous, voilà, bien sûr. Mais le moment où l'accompagnement sera prêt, ils auront un call avec moi chaque semaine, donc 1 fois par semaine, et ils auront tout pour réussir. Mais ils auront déjà eu des explications avec moi au début, effectivement, que d'autres n'auront peut-être pas s'ils s'inscrivent trop tard. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fini. Et ouais, je pense aussi. Ouais. Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo-là. Comme on a dit, c'était vraiment un freestyle, donc on voulait juste que vous appreniez un peu plus sur nous, sur comment on a fait quand on est arrivé ici, ou nos débuts, tout simplement. Et puis parler un peu de choses. Et puis parler un peu de choses de la vie, tout simplement. Donc c'était Bardel avec Wissenji. Et n'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre, et à plus tard.